Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour vos messages dans le chat. Soyez les bienvenus, j'espère que vous êtes en forme. Je suis ravi de vous retrouver pour cette soirée en compagnie de Thomas. Bonsoir Thomas. Bonsoir Gordin. Tu vas bien Thomas? Et bonsoir à chacune et chacun qui nous rejoignait là. Alors, je vois tous les noms qui s'affichent, c'est vraiment joyeux. Je reprends mon souffle. Parfait, tu as couru pour nous rejoindre Thomas? Ben, comme je t'ai dit tout à l'heure en préparant, je suis arrivé sous la pluie trempée, bonne pluie bruxelloise, et alors j'ai vite été me changer. Parfait. Sois le bienvenu Thomas, tu peux t'installer tranquillement. On est vraiment ravis d'avoir l'occasion de partager cette soirée avec vous sur ce thème qu'on avait plaisir à vous proposer, oser vivre pleinement sa vie. Et on vous remercie pour les questions qui ont été partagées en amont de la soirée. On a reçu un petit peu plus de 80 questions. On n'a pas pu toutes les choisir, mais en tout cas, ça nous a donné vraiment de la matière pour organiser la soirée en 4 grandes parties. Vous allez voir, je vais vous présenter tout ça. Et je pense que c'est une très belle soirée, de très beaux échanges qui nous attendent. Alors, je peux vous présenter un petit peu ce qui nous attend ce soir. Donc, on va avoir 2 grands moments dans la soirée. Nous allons avoir un premier moment de questions-réponses sur ce thème, oser vivre pleinement sa vie. On démarrera avec vivre pleinement sa vie. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'on entend par là? Ensuite, nous nous intéresserons aux peurs, doutes et blocages et nous posons la question de comment nous pouvons les dépasser, comment est-ce qu'on peut transformer ça dans notre vie. Ensuite, on a reçu beaucoup de questions liées à la famille, aux amis, aux collègues, à l'entourage, comment être pleinement soi-même dans nos relations. Et enfin, le dernier grand thème qu'on abordera, c'est comment trouver sa voie et prendre des décisions. Donc ça, je pense que ça sera pendant environ 1h10 avec Thomas. Donc on partagera les questions, certaines des questions qu'on a reçues en amont, qu'on a organisées de manière progressive pour pouvoir cheminer tranquillement dans ces différents thèmes. Et puis en fin de soirée, on vous proposera, pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, on vous partagera des informations sur l'ouverture du nouveau parcours ici, une formation de 9 mois. Donc on est vraiment ravis aujourd'hui de vous retrouver également pour partager ces nouvelles avec vous et pour partager cette proposition. On a eu la chance cette année pour la toute première fois de vivre ce parcours ici, donc une aventure de 9 mois de formation. On aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard dans la soirée. En tout cas, c'est l'expérience qu'on a vécue cette année a été vraiment positive et les participants étaient également ravis. Et donc, on est très heureux de pouvoir proposer un nouveau parcours ici pour une nouvelle année qui commencera donc après l'été. Et on vous partagera quelques informations en fin de soirée par rapport à ça. Voilà le programme du soir. Ça va pour toi, Thomas? Ça va super bien. Je suis vraiment ravi qu'on puisse proposer ce thème bien d'actualité et pour traverser la période que nous vivons. Et ravi de voir l'intérêt de toutes les personnes qui nous rejoignent pour explorer ça ensemble. Ravi d'être là avec vous. Merci de votre confiance, votre amitié. Merci, je regarde en même temps dans le chat si tout va bien pour vous. J'ai l'impression qu'au niveau de la technique, ça roule. J'en profite également pour remercier toutes les personnes qui ont préparé cette soirée, les équipes qui sont aussi derrière. On a la chance de nous être à l'écran avec vous, avec Thomas, mais j'ai une pensée pour Laurie, pour Greg et pour Océane également, Quentin, qui ont beaucoup travaillé pour cette soirée et également sur les différents projets. Donc un grand merci à eux également. Alors, si c'est bon pour vous, on vous propose d'entrer dans le vif du sujet avec ce premier thème, vivre pleinement sa vie. Qu'est-ce que ça signifie? On a 2 premières questions qui nous viennent d'Isabelle et d'Amélie. Bonjour, que signifie vivre pleinement sa vie? Peut-on ne vivre sa vie qu'à moitié? Si oui, quelles en sont les conséquences? Qu'est-ce que cela implique? S'agit-il de trouver un équilibre entre les différentes sphères de notre vie? Et pour Amélie, comment savoir que nous vivons pleinement notre vie malgré les difficultés rencontrées? Merci beaucoup Isabelle et Amélie pour ces questions extrêmement pertinentes et que je rencontre très souvent quand je rencontre les gens. Que ça signifie pleinement vivre sa vie. Il y aura sans doute autant de réponses qu'il y a de personnes qui s'interrogent sur cette question, qui se la posent. Peut-on ne vivre sa vie qu'à moitié? Mais malheureusement oui, et même la moitié c'est beaucoup pour beaucoup de gens. Il y a des gens qui vivent vraiment tout à fait à 10% d'eux-mêmes, de leur potentiel, de leur sensibilité, de leur talent,
de leur intuition et qui ont tout traîné par habitude, par blessure, souvent par traumatisme, par peur de se montrer. Et beaucoup de gens vivent de façon très très réduite à tout petit feu, si on prend l'image de la cuisinière à gaz, à tout petit feu comme ça, plutôt que d'avoir une belle grande flamme. Qu'est-ce que ça veut dire vivre dans sa vie? C'est un alignement pour moi entre ce que je ressens comme sens, qu'est-ce qui fait sens pour moi, dans les trois sens du terme, sens direction, la vie va par là. Je le sens, je le vois, ça va par là. Sens signification, ça signifie quelque chose, ça fait sens. Et sens, sensation, et c'est pas des moindres, j'ai la sensation d'être vivant. Je me sens vivant, vivante dans un monde vivant. Je me sens habité par la vie, habité par le souffle. Sur ces trois axes, nous avons l'occasion de trouver du sens, et cet alignement fait que cœur, corps, esprit, nous nous sentons là où nous sommes, au bon endroit. Et ça ne tombe pas du ciel, vous savez, ça se travaille. Bon, il y a des personnes pour qui c'est complètement spontané, naturel, et elles vont n'avoir pas de mal à trouver cette intensité, cet alignement, cette cohérence. Mais pour d'autres, ça, comme j'en ai été moi, ça a été du boulot de savoir qu'est-ce que je veux vraiment vivre, par où va ma vie à moi, pas le copier-coller des attentes familiales ou autres du milieu ambiant, mais ce qui fait vraiment sens pour moi, ce qui me donne le goût, c'est de l'ordre d'une saveur, d'avoir trouvé le sens personnel et vivant de mon existence. Un sens personnel, pas un copier-coller comme tout le monde fait, mais quelque chose qui me parle profondément et vivant, et donc pas quelque chose d'anesthésié, d'un peu ralenti, même si la vie peut être tranquille, mais quelque chose qui est, j'ai rien contre le ralentissement, au contraire, mais je veux dire un peu fade, c'est ça que je veux dire, donc quelque chose qui a du goût. L'idée du travail que nous proposons avec Gabin et que personnellement je propose depuis des années, c'est justement d'apprendre à discerner où est cet élan de vie en moi, comment le trouver, comment l'affiner et comment le laisser m'habiter de plus en plus pour m'ouvrir à une vie plus généreuse, parce que vous l'aurez perçu, il y a une conséquence immédiate sur la collectivité, le collectif, la communauté, c'est que si je vis pas vraiment la vie que je voudrais vivre, malheureusement, assez souvent, je le fais un peu payer aux autres, par mon amertume, par ma plainte, par ma posture de victime qui se lamente et qui change rien. Et c'est pénible pour la personne en question, c'est pénible pour l'entourage, et puis ça aide pas le monde. Trois bonnes raisons d'observer le risque d'entrer dans une posture de victime et de petit à petit transformer. Ça se transforme, hein, ça s'apprend. Et au fond, ça devrait faire partie de la scolarité depuis l'enfance. Hein. Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Qu'est-ce qui te donne le goût de vivre? Qu'est-ce qui te fait tressaillir de joie et d'enchantement? Ça devrait être la base de la scolarité. Et puis après, on suit les formations qui permettent de mettre ça en place. Voilà, mais c'est un vaste sujet, bien sûr. Voilà pour la première question. Merci beaucoup. Merci Thomas. Oui, la deuxième question, celle d'Amélie, c'était comment savoir que nous vivons pleinement notre vie malgré les difficultés rencontrées? La sensation, comme je viens de l'évoquer, d'être quand même au bon endroit malgré les difficultés. Se dire, oui, bien sûr, il y a des épreuves, hein, on n'est pas dans un monde de bisounours, loin s'en faut, on s'en prend parfois plein la figure, c'est clair. Il y a des deuils à vivre, il y a des colères à exprimer, il y a des colères à entendre, il y a des conflits à traverser, il y a des pages à tourner, toutes sortes de choses rendent la vie inconfortable. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas ça qu'il y a à vivre, il y a de l'enseignement à tirer. La plupart des sagesses nous le disent, même si ça peut être, quand on est dans l'épreuve, rude d'entendre ça, et peut-être même inaudible. Mais si nous traversons des difficultés, c'est sans doute qu'il y a quelque chose à en tirer, comme un enseignement pour peut-être pivoter à un palier de conscience de plus en plus éveillé, quelque chose comme ça, nourrir un état de paix plus stable, plus transportable à l'intérieur de nous. Mais pour répondre à votre question, comment savoir que nous vivons pleinement notre vie, c'est cette sensation croissante, à mes yeux, d'être au bon endroit, de faire le meilleur usage possible de mon potentiel, de pouvoir l'offrir joyeusement aux autres, apporter tant ma sensibilité que ma puissance, tant ma délicatesse que ma force, tant mon humour que ma rigueur, tout ce qui est en moi, sans y voir de contradiction. Beaucoup de gens se disent, pour être rigoureux, je dois m'empêcher d'être fantaisiste. Si je suis fantaisiste, on va croire que je manque de rigueur. Ben non, on peut être et l'un et l'autre.
et on peut être très très logico-mathématique, un esprit très matheux pour employer ce mot-là, mais aussi un très grand artiste. L'un n'empêche pas l'autre, et donc l'idée c'est de sentir je peux arrêter de mettre les choses en opposition dans des tiroirs qui se font la moue l'un à l'autre, mais je peux essayer de combiner de plus en plus ce que je suis. Ça donne une très très grande sensation d'être au bon endroit. Et je le répète parce qu'il n'y a rien de magique là-dedans, c'est du jardinage. C'est du jardinage, et donc ça demande d'associer le temps comme un allié. Merci Amélie. On aura l'occasion d'y revenir tout au long de la soirée, effectivement, sur ce jardinage et la notion du temps. Merci beaucoup pour ces premières questions. Alors, nous nous intéressons maintenant aux peurs, doutes et blocages qui peuvent survenir. Et la question, ce sera un petit peu comment les vivre, comment les dépasser, comment les transformer, comment les accueillir. La première question nous vient de Marie. Comment faire pour se libérer de cette voix intérieure qui répète « Tu n'y arriveras pas, tu n'es pas à la hauteur, c'est trop risqué » et qui empêche de se lancer dans de nouveaux projets. Il y a également une question de Géraldine. Comment faire tomber les barrières et les limites que je m'impose à moi-même? Et la question de Marc, comment se libérer de nos freins et conditionnements pour exprimer notre plein potentiel? Merci beaucoup pour ces questions aussi qui reviennent également régulièrement et qui méritent vraiment notre attention, parce que si nous ne nous les posons pas et que nous ne cherchons pas à trouver notre réponse personnelle et vivante de nouveau, nous risquerions bien facilement d'être à côté de nous notre vie durant. Comment se libérer de cette voix intérieure qui répète « tu n'y arriveras pas, tu n'es pas à la hauteur, c'est trop risqué ». Dans un jargon de praticien de communication non violente, on dirait ça, c'est une expression chacale typique. Vous savez qu'on utilise des marionnettes pour mimer les parties de nous que nous avons besoin de comprendre, à la fois la partie assez limitée, très raisonnable, très résonante et très habitée par la peur, et que l'on mime avec une marionnette chacale et qui reste dans ce qu'elle a toujours fait et en s'entourant de certitudes. Et puis il y a la partie girafe qui a un grand coup et qui essaie de regarder les choses avec un peu de perspective et de vision périphérique et de transformer ces pensées limitantes. Et donc, en pratiquant dans les ateliers de communication non violente, nous apprenons à faire ce que j'appelle retourner la chaussette. Oups, je retourne la chaussette. C'est-à-dire que j'observe la pensée négative, tu n'y arriveras pas, tu n'es pas à la hauteur, c'est trop risqué. Et simplement, j'inverse ce que derrière cette phrase, il y a comme goût de vivre. C'est parti de l'expérience que derrière toute peur, il y a une envie. Derrière toute peur, il y a une envie profonde. Peur de mourir, envie de vivre et de vivre pleinement. Et donc, derrière cette peur, ce jargon-là, quelle est l'envie? Tu n'y arriveras pas? Est-ce que tu as besoin de faire confiance que petit à petit, en t'y formant, tu peux y arriver? Tu n'es pas à la hauteur. Est-ce que tu as besoin d'apprendre à développer de plus en plus de confiance en toi pour te sentir à la hauteur de ce type d'entreprise? C'est trop risqué. Est-ce que tu aimerais être rassuré qu'on peut avancer avec prudence en étant conscient des risques, mais sans être inhibé pour autant? Et je vous invite à faire l'exercice en même temps que je vous le formule. Notez la formulation ouverte plutôt que la formulation fermée. Ça n'a rien à voir avec la méthode Coué. C'est pas bien sûr j'y arrive et je vais me dominer tout le bazar et la chance me sourit toujours. Non, ça c'est purement mental et ça ne transforme rien. C'est un alignement sur cet élan de vie qu'il y a derrière la peur, qui est formulé de façon sans doute négative et restrictive, mais qui aimerait tellement trouver un autre jargon pour permettre. Quand des parents disent à un enfant « Ne monte sur le tronc d'arbre, tu vas glisser et tu vas salir ton pantalon », et je crois qu'ils aimeraient avoir les moyens de dire « Bien sûr, monte sur le tronc d'arbre, je t'ai mis au monde pour que tu aies envie de découvrir la vie et de t'en enchanter, et c'est tentant de grimper sur un tronc d'arbre qu'on croise dans le bois ou dans le parc. En même temps, il est mouillé, il sera peut-être un peu glissant, donc fais gaffe, mais vas-y. Fais gaffe, mais vas-y. » Et donc, c'est ce processus de transformation d'une habitude de méfiance, contraction, fermeture en confiance, expansion, ouverture que nous avons besoin absolument de forger. Ce processus, ça se forge, une habitude qui transforme la méfiance en confiance. Voilà, première piste. Merci beaucoup pour la question, Marie. Merci Thomas. La deuxième question était celle de Géraldine. Comment faire tomber les barrières et les limites que je m'impose à moi-même? Merci Géraldine.
Ben déjà, en les voyant, comme vous le nommez, vous les avez vus, vous percevez que ce sont des barrières, que ça vous limite, et vous connaissez ma proposition, on ne peut pas sortir d'un piège tant qu'on ne sait pas qu'on est pris dedans. Donc vous voyez le piège, ça vous donne peut-être, possiblement, l'envie d'en sortir, et la conscience qu'il s'agit de sortir d'un piège pour avancer avec un peu plus d'aisance. Bien des gens disent je suis comme ça, c'est comme ça changera pas. Ils voient pas que c'est piégeant, ils le voient pas comme une barrière, ils le voient comme simplement leur état, leur habitude, leur programmation, le transgénérationnel, ma famille est comme ça, mon père est comme ça, etc. Beaucoup de gens se résignent par rapport à ce genre de choses. Vous vous interrogez, donc c'est déjà une magnifique étape, évidemment. Eh bien, la deuxième étape rejoindra ce qu'on a partagé avec Marie, d'essayer de retourner la chaussette. Quelle est la formulation négative que vous vous dites sur vous et que vous pourriez apprendre à reformuler en termes de sentiments et de besoins, la dynamique de la CNV. Les jugements sont statiques, les croyances sont statiques, ça enferme et puis ça met sous vide. Comme quand on achète un produit à la boucherie ou à la fromagerie, hop, on vous met ça sous vide et c'est étouffant. Nous avons besoin de remettre de la vie et vous le savez, ceux qui ont pratiqué de la communication non violente, les jugements et les croyances sont souvent l'expression tragique de nos besoins, tragique et maladroite. Je me juge nul et pas capable, alors que mon besoin, c'est de faire confiance que je peux apprendre et développer des capacités. Et là, on met une dynamique en route. Vous connaissez l'exemple que j'ai utilisé des centaines de fois. Si je me juge nul en chant, je ne sais pas chanter, et que j'en reste là, je chanterai jamais. Parce que dès qu'on m'invitera à chanter, je dirai non, je ne sais pas chanter. Il y a un bénéfice à cette croyance négative, c'est que ça me protège des critiques et des rigolades, surtout dans l'enfance où je ne sais pas chanter, c'est parfait, on ne m'ennuie plus et on ne se moque plus de moi. Impeccable. Mais quand c'est même intelligent, je dirais, c'est une façon d'assurer sa survie. Ça nous a permis de traverser l'épreuve, qui est quand même parfois une épreuve de l'adolescence et de la cohabitation avec les copains de classe. Mais quand j'arrive à l'âge adulte, cette même croyance qui m'a sauvé ma peau, peut-être, m'empêche de vivre. Et donc, il est temps que je la questionne, comme vous le faites. Je remets ça en question. Tiens, j'ai une petite voix qui me dit, tu sais pas chanter. Bon, ça me convient pas, je peux rester là-dedans. Si ça me convient pas, de quoi ai-je besoin? Ben, de me faire confiance. J'ai besoin d'apprendre. Et puis, j'ai besoin de vérifier, parce que j'ai entendu ça et je l'ai ingurgité. Mais est-ce que j'ai vérifié? La plupart du temps, pas. On reproduit ce qu'on a entendu. C'est tout. Mais c'est très, très, très enfermant. C'est très, très limité, vous voyez. Et donc, l'idée d'aller vérifier, ça veut dire que je vais suivre un cours de chant ou rejoindre une chorale. En tout cas, je vais mettre un processus de transformation en place et on rejoint la proposition dynamique de la CNV qui nous invite vraiment à sortir de nos fixités, de nos embourbements dans nos vieux systèmes de pensée qui ne sont pas oxygénés. Vous voyez. Donc voilà, Géraldine, je vous propose de noter ce que vous appelez vos barrières et de tenter de ressentir ce que ça fait d'avoir cette barrière et quels sont vos besoins. Et petit à petit, d'être éveillé à comment nourrir ces besoins. Vous n'aurez pas la clé tout de suite, parce que par exemple, des besoins de se faire confiance, de développer l'estime de soi, de trouver plus de force intérieure, on n'a pas la solution dans l'heure qui suit, ni dans la journée qui suit, ni peut-être dans la semaine. Mais ce que j'observe, c'est que si vous jardinez régulièrement ces besoins, c'est exactement comme une graine que l'on sème, ça ne peut pas ne pas pousser. Vous voulez travailler l'estime de soi, qui est un enjeu majeur dans la société. 90% de la population manque d'une juste estime de soi. Eh bien, vous n'êtes pas la seule, si c'est le cas, mon Dieu. Et j'en étais, j'avais une très mauvaise estime de moi. Moi, j'aurais jamais imaginé faire des conférences, faire des cours en ligne comme ceci, ou parler en public. Jamais, j'étais trop timide. Donc, ça s'apprend. Eh bien, si vous jardinez régulièrement les besoins qu'il y a derrière, petit à petit, votre conscience, votre discernement est éveillé à capter des occasions de mise en place que vous n'auriez pas vues si vous n'aviez pas nommé les besoins. Quand vous n'êtes pas conscient de vos besoins, les solutions peuvent passer à côté de vous, vous les voyez même pas. C'est un peu comme, désolé si l'exemple est un peu bateau, mais vous n'avez pas conscience que vous avez besoin d'essence, de carburant dans votre voiture, parce que, par exemple, la jauge est cassée, peu importe, le signal ne s'allume pas, eh ben, il y a sans doute des pompes régulièrement le long de la route, mais vous les voyez pas puisque vous pensez que vous avez un plein d'essence et que tout va bien et vous continuez votre voyage. Mais dès que la jauge vous indique avec un clignotant, attention, tu es au bord de la panne d'essence, vous guettez la moindre pompe. Et vous allez voir des pompes que vous n'auriez pas vues si vous ne saviez pas que vous aviez besoin de carburant. Et c'est très, très souvent comme ça. C'est un travail de conscience. Et vous savez, de plus en plus, j'appelle ce processus non pas seulement communication non violente, mais un travail de
conscience non violente, une conscience qui est décolonisée des habitudes de cloisonnement, de fragmentation, de division, de condamnation, de résignation. Nos esprits sont colonisés par ça. Et c'est pas la seule façon d'être au monde. Il est temps d'en changer, je pense. Merci beaucoup, Géraldine. Merci beaucoup, Thomas. Et je pense que la question de Marc rejoint les pistes qu'on a évoquées. Je ne sais pas ce que tu en penses, Thomas. Comment se libérer de nos freins et conditionnements pour exprimer notre plein potentiel? Oui, merci beaucoup, Marc. Effectivement, ça recoupe juste prendre conscience des freins, les nommer régulièrement. Souvent, c'est des jugements sur soi, des jugements sur soi ou sur le monde, ou les autres, des croyances sur soi ou sur le monde. Très souvent, il y a une pensée binaire, soit de ceci, soit de cela, qui vient diviser, déchirer et rendre les choix difficiles, et que nous avons besoin d'apprendre à transformer en disant et ceci et cela. La pensée binaire la plus habituelle lorsque par exemple on évolue dans la vie et que l'envie de changement ou même le besoin profond de changement apparaît, c'est d'être tiraillé entre la sécurité d'un premier fonctionnement, parfois une profession, et la liberté de faire autre chose. Entre liberté et sécurité, souvent, nous pensons, bon, je garde la sécurité parce que si je suis mon élan de liberté, je risque de finir sous les ponts sans rien à bouffer en SDF. Donc, je m'accroche à la liberté, même si je m'ennuie à mourir, mais c'est pas grave, au moins je suis en sécurité. Et de l'autre côté, je dis, waouh, j'aurais tellement de la liberté, mais enfin, est-ce que je prends ce risque? Je risque de manquer de ressources, etc. Et nous sommes souvent tiraillés. Et je peux vous assurer que j'ai bien connu ce tiraillement quand j'ai senti le besoin de quitter ma fonction de juriste qui était stable et sûre et rémunératrice, et que je sentais l'appel profond au sein de moi-même d'aller vers une vie de thérapeute et de formateur. Et puis je savais pas un jour que j'écrirais des livres, enfin que je voulais en tout cas être thérapeute. Ça faisait un changement de standing considérable, démarrer à 40 ans un nouveau métier. C'est pas facile à mettre en route, vous vous en doutez. Et donc j'étais bien partagé, mais je sais que nous avons des ressources. Nous pouvons apprendre à écouter les parties de nous pour petit à petit trouver une façon de les combiner. L'idée, c'est pas tout plaquer et de partir élever des moutons au Larzac. Hein. C'est pas ça. L'idée, c'est petit à petit de sentir que je sens la sécurité plus intérieure s'établir et l'occasion de m'enhardir à prendre plus de liberté. Petit à petit, petit à petit. Voilà. Donc, nommez vos différents freins. Vous connaissez aussi les 5 mécanismes autobloquants. Vous aurez sans doute l'occasion de les revoir dans d'autres séquences. Je ne vais pas les répéter ici. On a vu la culture de la méfiance à l'instant. C'est un des mécanismes autobloquants. Mais si vous les connaissez mieux, si vous les avez à l'esprit, ça vous permet ça vous permet assurément d'envisager d'en sortir. De nouveau, on ne peut pas sortir d'un piège si on ne sait pas qu'on est pris dedans. Bon jardinage, Marc. Merci pour votre question. Merci Thomas, effectivement, mettre de la conscience. Ok. Avant de passer à la question suivante, j'ai simplement vu dans le chat des questions par rapport au débit, la qualité du son et de l'image. De mon côté, tout fonctionne bien. Peut-être que vous pouvez essayer de rafraîchir votre page, votre connexion. Je crois que le bouton pour ça, c'est F5. Et sinon, si de mon côté ça fonctionne bien, ça veut dire que le replay devrait être aussi de bonne qualité. Donc si c'est trop difficile à suivre, on vous enverra le replay sans problème. N'hésitez pas à nous dire s'il y a des soucis dans le chat. Bien. Alors, la question suivante nous vient de Sophie. Je me réveille chaque matin angoissée. Tout me fait peur. Une intervention en public, des activités plaisir comme un voyage à venir ou une activité de loisir un peu impressionnante. De nombreuses activités de mon quotidien représentent des défis pour moi. Je les surmonte quand même, mais j'aimerais aborder ces choses de façon plus sereine. Je sais que cela est dû à un manque de confiance en moi. Comment changer mon logiciel interne pour ne plus les ressentir comme des défis, mais comme de simples activités abordées sans stress? Comment sortir de mes systèmes de pensée, de mes anciennes programmations pour développer une nouvelle façon de penser et de vivre? Sophie. Merci beaucoup, Sophie, pour cette question très, très profonde, très essentielle dans nos parcours de vie, bien sûr, et nous sommes nombreux à rencontrer ces enjeux d'angoisse et de doute par rapport à notre capacité à faire face aux choses. Déjà, Sophie, comme les personnes précédentes, les questions précédentes, vous nommez l'enjeu, vous en êtes conscient et vous souhaitez vous dégager de cette habitude. Et bien, de nouveau, ça se jardine.
en faisant les choses avec le plus de conscience possible et de capacité à vous apporter de la gratitude, de la gratification lorsque vous réussissez quelque chose que vous faites à votre satisfaction. Encouragez-vous, je veux dire, dorlotez-vous, félicitez-vous, tapotez-vous sur l'épaule comme ferait un bon père, une bonne mère, un grand frère, une grande sœur, un proche qui vous encourage à une belle démarche. Apportez-vous de l'affection pour la chose que vous avez dépassée. Reconnaissez-vous dans ce dépassement, dans cette chose que vous avez réussi, mieux que ce que vous craigniez ou différemment que d'habitude. C'est ce petit travail d'accompagnement au quotidien de la vraie personne que vous êtes qui fait qu'elle se sent aimée, elle se sent aimable, elle se sent à la hauteur des situations de plus en plus. Et c'est vraiment comme l'éducation d'un enfant. Quand un enfant trébuche, on l'engueule pas, on le gronde pas, on le relève avec chaleur et on l'encourage à faire d'autres pas encore. Eh bien, c'est la même chose. Nous avons besoin de nous paterner ou de nous materner avec chaleur, avec bonhomie. C'est un mot qui correspond beaucoup au tempérament belge, la bonhomie. J'aime bien ce mot. Eh bien, développer de la bonhomie pour vous-même, pour vous encourager. Et je ne serais pas surpris que petit à petit la confiance vous vienne et que vous perceviez que tout ça est un jeu plaisant. C'est la vie, c'est un jeu plaisant. Il n'y a rien de tragique là-dedans. Peur de parler en public? Ben, dites-la. Si vous avez l'occasion de parler en public, vous devez animer une équipe ou ben dites j'ai très peur, je suis terriblement timide, j'ai pas trop l'habitude de parler en public, il y a une petite partie de moi qui dit que je vais me planter, que ça va être catastrophique. Voilà, je vous livre ça. Allez, on y va. Et vous avez posé votre peur. Ne la laissez pas vous étouffer comme ça. Posez votre peur et il n'y a pas de mal. Qui n'a pas peur à parler en public la première fois ou au début, en tout cas, quand on n'est pas tout à fait à l'aise avec ça, ça fait vraiment partie. Vous voyez? Vous dites l'activité de plaisir ou comme un voyage ou un loisir peut vous paraître impressionnant. Accueillez-le, visualisez-le, observez-vous dans la joie du voyage, dans la joie du loisir, anticipativement. Sentez l'expansion qui est en vous à l'idée d'être dans ce voyage, à l'idée de profiter de ce loisir. Sentez que votre corps se met en expansion et que votre cœur s'apprivoise donc au contexte et peut donc plus facilement dépasser les appréhensions qui vont vous mener jusqu'à cette activité. Vous voyez, ce climat d'encouragement, d'empathie profonde pour l'humain que vous êtes, pour ne pas laisser la peur prendre toute la place. C'est précieux de se rappeler ça, nous l'avons déjà évoqué dans un autre cours avec Gabin. La peur est une partie de moi, c'est pas tout moi. Quand j'ai peur, c'est une partie de moi qui a peur, mais je n'ai pas que peur. Vous le dites vous-même, il y a quand même une partie qui est excitée par faire un voyage, sinon vous l'auriez pas choisi ce voyage. Une partie qui est impatiente de savourer ce loisir, sinon vous ne l'auriez pas mis au programme, ce loisir. Et donc, installez-vous de plus en plus dans la partie qui est stimulée par la vie, qui a le goût de vivre, qui sent la saveur de la chose, en sorte que la peur petit à petit se ratatine et vienne à la juste mesure d'être simplement une petite mise en garde. Hein. N'oublie pas ta valise, n'oublie pas ton passeport, ça c'est une peur opportune. Et s'il s'agit d'une marche en montagne, eh ben, n'oublie pas tes chaussures de marche et ton vêtement de pluie. Voilà, et donc il y a une partie de la peur qui est pertinente, hein, mais ne la laissez pas vous bouffer. Pardonnez l'expression un peu pratique. Voilà, Sophie. Merci. Merci beaucoup, Thomas. Merci, Sophie, pour cette question. Alors, les questions suivantes nous viennent de Anne et Aurélie. Comment me libérer de mes peurs et du manque de confiance en moi pour oser vivre pleinement ma vie? Comment dépasser mes craintes et accepter la part de risque liée au choix à faire? Et pour Aurélie, comment développer une sécurité intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures, argent, partenaire, etc. Merci beaucoup Anne et Aurélie de nouveau pour ces questions très justes que nous sommes nombreux à rencontrer. Donc vous n'êtes pas les seuls à vous poser ces questions-là et la réponse peut se faire à peu près aux deux en même temps. Nous avons tous besoin, je l'ai déjà évoqué, de nourrir de la sécurité intérieure et ça va de pair avec l'estime de soi, la confiance en soi, la confiance dans nos ressources et particulièrement dans la ressource qui consiste à s'adapter aux circonstances, à faire face à l'imprévu.
et à accepter l'imprévu comme étant un élément de la vie. S'il n'y avait pas d'imprévu, ben vous seriez pas là. Je veux dire, la vie est remplie d'imprévus. Les rencontres dont vous êtes issus, les différents couples, ben, c'est plein d'imprévus qui font qu'un jour, peut-être bien que votre existence a été prévue par vos parents, je ne sais pas, mais en tout cas, le fait qu'ils se soient rencontrés et qu'au-dessus les grands-parents soient rencontrés, plein d'imprévus. Et nous sommes là. Et donc, nous avons besoin d'accueillir l'imprévu comme un ingrédient de la vie et d'être prêt à sortir du programme et à côtoyer le tressaillement que ça fait quand les choses sont pas prévues. Bien sûr, ça fait un certain tressaillement parce que ça sort du cadre. Mais rappelez-vous, j'aime citer ce sage contemporain qui dit toujours l'inattendu arrive, alors que l'attendu pourrait ne jamais arriver. Alors, sur quoi je mets mon énergie? À fixer l'attendu pour que l'attendu se passe bien comme attendu, et puis ça se passe pas, ou ça se passe pas comme ça? Ou est-ce que j'avance en étant conscient qu'il y a bien sûr de l'attendu et des choses programmables, c'est sûr, prévisibles, mais il y a aussi beaucoup d'inattendus, et je l'accueille comme étant des signes de la vie, et parfois de très bons signes d'ailleurs. Hein, donc, c'est une façon de dépasser les craintes, c'est de sentir que je veux nourrir une confiance plus grande dans la vie. Je tends vers ça. La vie m'invite à avoir plus confiance, à tabler sur ce qui fait que la vie m'a voulu là. J'adore aussi cette petite formule, hein, ça on dirait presque un petit chant. La vie m'a voulu là. Dites-vous ça souvent. La vie m'a voulu là. C'est-à-dire qu'elle vous a amené à cet endroit, avec tel contexte, avec tel parent, avec telle éducation heureuse ou moins heureuse, ou peut-être pas du tout heureuse, peut-être même franchement malheureuse. Voilà, la vie a mis ça en place. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je passe ma vie à me battre contre ça, à me lamenter, ou est-ce que je me dis, bon, ben les conditions étaient plus ou moins favorables, parfois très défavorables, on est d'accord. Qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je mets en place une qualité de vie qui me conviendrait? En lâchant petit à petit l'attachement au passé et à l'insécurité qui a peut-être prévalu pendant des années. Mais je lâche cette insécurité pour sentir que je peux, comme un surfeur à travers les vagues, nourrir de la sécurité, de la stabilité à l'intérieur de moi-même et goûter, savourer ce jeu des vagues avec souplesse, avec flexibilité. Si le surfeur est raide, et il se fait vite balancer dans la mer, hein, il a besoin de souplesse et de bon ancrage à l'intérieur de soi. Voilà une proposition. Tout ça, ça s'apprend. Vous savez, ça ne tombe pas du ciel. Et de nouveau, je souhaiterais que ce soit la base de l'enseignement à l'école, que les enfants qui vont à l'école apprennent surtout à avoir une bonne estime de soi, une bonne confiance en soi et dans la vie, un goût de vivre en étant assuré, rassuré que la vie veut du bien la plupart du temps et qu'on peut tabler dessus. Évidemment que si vous m'entendez vous parler comme ça, c'est que j'ai eu à travailler ces choses-là profondément, et particulièrement l'approche de la communication non violente que nous diffusons avec Gabin et l'équipe en développement a été une clé extrêmement pertinente pour entrer à l'intérieur de moi-même, à l'endroit où il y avait ce désir profond de confiance et de transformation. Et c'est pour ça que je suis heureux de vous encourager à pratiquer cette approche. Alors, comment développer une sécurité intérieure qui ne dépend pas des circonstances? Vous l'avez bien nommé, souvent notre sécurité, elle est présente du fait de circonstances rassurantes. Mais si les circonstances sont moins rassurantes, alors je suis tout ébranlé. Ça me rend fragile parce que les circonstances ne seront pas toujours aussi rassurantes. Et je peux voir aussi que dans une vie de couple, si je mets toute ma sécurité dans l'autre, et si je suis paniqué à l'idée que l'autre me quitte, malheureusement, l'autre pourrait se sentir un peu instrumentalisé, ou en tout cas sentir une sorte de pression de devoir être la figure un peu tutélaire et rassurante. Ça peut l'étouffer, et l'autre peut partir. Et donc j'obtiens le contraire de ce que je voulais. Je voulais qu'il reste pour me sécuriser, mais il s'en va, parce que j'ai été trop demandeur ou demandeuse de rassure-moi, rassure-moi, rassure-moi. Nous avons besoin, dans un couple, de travailler notre sécurité intérieure pour partager deux états de plus en plus de plénitude, plutôt que de combler mutuellement des manques. J'aime rappeler que l'autre n'est pas la moitié qui vient me consoler de n'être qu'à moitié moi-même. J'ai besoin d'apprendre à être pleinement moi-même et à me relier à quelqu'un qui est pleinement soi-même, pour qu'on ne soit pas comme deux béquilles qui s'appuient l'une sur l'autre et puis à un moment il y en a une qui se casse, dans tous les sens du terme.
Donc voilà, l'idée c'est de faire confiance que la sécurité intérieure se muscle, se jardine, ça grandit en y apportant notre attention. Une des façons de faire ça, c'est de faire les choses que vous n'avez jamais faites mais qui vous tentent. Vous n'avez jamais monté à cheval, allez monter à cheval. Vous n'avez jamais fait d'escalade, allez faire de l'escalade. Vous n'avez jamais descendu un torrent en canyoning, allez descendre un torrent en canyoning. Vous n'avez jamais dormi à la Belle Étoile, allez dormir à la Belle Étoile, etc. Mettez en place des processus qui vous sortent des circonstances rassurantes, coucounantes, et peut-être que c'est votre cas, Aurélie, c'est très possible. Mais mettez-vous dans des circonstances qui vous sortent de votre zone de confort et observez que c'est pas dramatique. C'est le jeu de la vie, c'est plaisant même, c'est peut-être même une découverte, et que la sécurité s'établit comme ça de plus en plus, en sentant que vous pouvez faire face, vous avez la capacité. Merci beaucoup pour votre question, à toutes les deux, Anne et Aurélie. Et oui, merci beaucoup également Thomas. Alors, la prochaine question nous vient de Jonathan. Étant père de 2 enfants et célibataire, je me sens coincé dans un métier qui ne m'épanouit pas vraiment et je n'ose pas aller chercher ce qui me correspond profondément. Il y a une certaine forme de peur de perdre une stabilité financière et alimentaire, mais peu épanouissante. Pour autant, j'essaye de focaliser mon attention sur les aspects positifs, mais ils restent peu nombreux. Comment sauter le pas vers un épanouissement professionnel quand on a des responsabilités alimentaires et parentales importantes? Jonathan. Merci Jonathan, de nouveau. C'est vraiment un enjeu que je rencontre beaucoup dans mon travail d'accompagnement des personnes. Comment petit à petit sentir par où vous avez envie d'aller. Quel est l'élan de votre boussole intérieure? Parfois, la boussole est rouillée et nous avons oublié même qu'on en a une. Elle s'est rouillée dans un cap et ça pourrait être le cas. Je dis pas que c'est le vôtre, hein, d'être le bon père qui assure une ressource alimentaire pour sa famille et bien sûr que c'est très important. On est complètement d'accord. Mais peut-être que pendant un temps, la boussole a oublié d'être restée très saillante et alignée vers son nord à soi. Et c'est peut-être résigné. Il semble que c'est de ce ordre-là, ce que vous partagez, à cet axe-là. Et puis bon, j'en reste là. Et à un moment, quand même, vous sentez le besoin de vivre des choses qui vous parlent plus, qui ont plus de sens. Alors l'idée, c'est pas de tout bâcler du jour au lendemain, mais de petit à petit vous éveiller à qu'est-ce qui fait sens pour moi, qu'est-ce qui me rend vivant, qu'est-ce qui me donne de nouveau du goût, de la saveur à vivre, qu'est-ce que j'aime profondément. Et sentir que cette attirance pour ce que vous aimez profondément prend de plus en plus de l'ampleur et vous donne peut-être à un certain moment de la créativité, de l'ouverture, des contacts, des rencontres, une occasion d'aller vers, vous voyez. Petit à petit, moi je ne savais pas du tout que je deviendrais un jour thérapeute et formateur et conférencier, je n'avais aucune idée, j'ai juste entendu mon besoin de changement. Un besoin de changement qui hurlait dans ma tête à un moment. Et c'est la colère qui m'a permis de rencontrer ce besoin de changement. Merci la colère d'être un bon booster pour accueillir les parties de soi qui ont besoin d'être entendues. Mais quand j'ai réalisé que j'avais besoin de changement de mon métier de juriste, je ne savais ni vers où ni comment. Mais j'ai arrêté d'annuler mon besoin de changement parce que les aspects pratiques manquaient. Non, j'ai côtoyé mon besoin de changement. Et j'en ai pendant plusieurs mois tenté d'en discerner la couleur, la saveur, la matière. Quel serait le changement? Et comme je m'occupais de jeunes de la rue depuis longtemps, j'avais clarifié, je veux m'occuper d'humains. Ah, je veux aider les humains. Ah, je veux aider les humains à trouver du sens. Ah, et j'aime beaucoup les activités d'extérieur et de groupe. Ah bon. Et petit à petit, j'ai clarifié ce que je voulais faire. Et un jour, la vie m'a donné l'occasion de participer à un stage thérapeutique avec Guy Corneau, psychanalyste québécois que certainement pas mal de personnes connaissent, malheureusement décédé il y a quelques années, qui est devenu mon très grand ami par la suite, mais je m'en doutais pas un instant. Et j'ai trouvé fabuleux sa façon d'animer, son humanité, sa profondeur, sa clairvoyance, la spiritualité fine, il était jungien, qui se dégageait de son travail de façon très très ouverte. Ça m'a bouleversé, ça m'a enchanté. Je dis waouh, j'ai envie de faire quelque chose comme ça, mais je ne savais pas encore quoi. Mais vous voyez, des expériences m'ont amené à percevoir ma boussole. Elle va par là. Ça fait sens, ça signifie quelque chose, et je me sens vivant quand je fais des choses comme ça.
C'est un processus, vous savez, parce qu'entre le moment où j'ai perçu le besoin de changement et le moment où j'ai pu vivre d'une nouvelle vie, ça m'a quand même pris 7-8 ans. Et je ne dis pas ça pour décourager, je dis ça pour bien montrer que c'est pas un truc magique, quoi, que c'est pas la méthode Coué. Mais je pense profondément qu'aujourd'hui, ça peut aller beaucoup plus vite. J'accompagne des personnes qui se transforment ou transforment leur enjeu de parents, hein, avec les mêmes enjeux que vous, stabilité financière, assurer les ressources alimentaires, etc. Tout en cessant de nier une part d'eux qui jusque-là était peut-être mise de côté. Arriver à combiner petit à petit les deux. Je vous encourage à vous ouvrir à ce jardinage intérieur, Jonathan. Merci beaucoup pour la question qui, à mon avis, parle à d'autres personnes ce soir. Tout à fait, merci Thomas. J'ai vu il y a effectivement dans le chat plusieurs personnes qui confirmaient être en résonance avec cette question-là. Nous avons 2 questions sur la peur du regard des autres. La première de Michel. Comment alléger le poids du regard des autres sur sa vie? Et Sherifa, comment vivre ma vie sans me soucier du regard de l'autre qui bien souvent me fait douter? Merci à tous les deux pour cette question aussi très très récurrente, très très courante et qui peut nous bousiller la vie si nous ne sommes pas attentifs. Alors évidemment que nous sommes des êtres de convivialité, nous sommes des êtres de partage, de communion, dirais-je même. Et donc nous aimons être ensemble, nous aimons bien sûr recevoir de l'approbation, nous aimons recevoir de la gratitude, de la reconnaissance. Ça fait partie de notre fonctionnement d'humain. Ce qui comporte un risque, c'est quand je deviens accro au regard de l'autre et que j'ose plus rien faire par moi-même sans être soutenu par le regard de l'autre, soutenu, encouragé, valorisé. Là, je deviens dépendant, je perds mon autonomie, je suis à la merci du regard de l'autre. Si l'autre est content de moi, tout va bien. Si l'autre est fâché sur moi ou me critique, rien ne va plus. Et je suis donc extrêmement déstabilisé. Et ça nous empêche effectivement de suivre notre fil rouge. Nous avons besoin de nous observer dans ce piège et de petit à petit le démanteler en travaillant de nouveau l'estime de soi, la confiance en soi, la capacité à petit accepter de déplaire. La capacité à petit accepter de déplaire. Sentir, j'ai vraiment envie de faire ça, de m'intéresser à ça, de suivre telle formation, de pratiquer tel truc, etc. Je perçois bien que ça va pas plaire à tout le monde, que je risque d'avoir des critiques peut-être de gens que j'aime, vieille maman, mes proches, mes amis peut-être vont dire qu'est-ce que tu fais, t'as changé, pourquoi tu fais ça? Oui, eh bien j'accepte ces critiques. C'est pas que je cherche à déplaire, on est bien d'accord, hein. Je cherche pas à déplaire, je cherche juste à faire ce qui est juste pour moi, ce qui me plaît à moi. Et j'accepte qu'effectivement, changer peut apporter de l'inconfort à l'autre. L'autre qui change pas, ou qui change moins, ou qui change pas dans ce sens-là, hein, peut avoir toutes sortes de peurs. Ah, pourquoi tu changes? Reste avec nous. Et ça, c'est précieux de savoir que un des principes de tout groupe, c'est l'homéostasie. Rester comme on est. Et donc, quand quelqu'un sort du groupe, c'est reviens dans le groupe, refais comme on a toujours fait, redeviens qui tu as toujours été. Nous avons besoin de défaire cette homéostasie qui peut être complètement anesthésiante. Et au-delà de ça, je pense que profondément, si quelqu'un a besoin de bouger au sein d'un cercle, une famille, une tribu, un cercle d'amis, une appartenance, pour faire d'autres choses qui ne sont pas forcément pratiquées dans ce cercle-là, c'est salutaire. Je pense que ça oxygène, ça évite de ronronner tous ensemble à faire les mêmes choses depuis toujours dans une petite zone de confort qui n'est plus féconde, qui n'apporte plus de nouveautés. Nous avons besoin de nous oxygéner, je pense. Et si vous osez, vous encouragerez d'autres à oser. Voilà l'idée de capacité à se dégager petit à petit du regard de l'autre. Merci beaucoup. Merci. Et la dernière question pour cette section nous vient de Morgane. Comment avoir confiance en la vie quand on voit ce qui se passe dans le monde? J'ai des moments où je ressens de la gratitude et du bonheur et j'essaye de me dire que je peux faire confiance à la vie. Après ce sentiment de plénitude, des doutes, du découragement et des pensées négatives surviennent. Comment faire pour rester ancré dans la réalité et garder confiance en la vie? Merci beaucoup, Morgane. Merci, Mère Morgane. Il me semble que la réponse est dans la question. Comment faire pour rester ancré dans la réalité et garder confiance en la vie?
en restant ancré dans la réalité et en faisant confiance dans la vie. C'est pas de la palissade, hein, mais regardez la vie telle qu'elle est, le printemps qui est là, qui est fidèle au poste, malgré la maltraitance invraisemblable perpétuée sur la nature, la vie, elle est là, ça fleurit partout, c'est extraordinaire. Sortez dans les jardins, dans les parcs, allez vous balader en forêt, ou allez voir les champs. C'est extraordinaire, la générosité, l'énergie, c'est ça la vie. C'est pas les malheureux bricolages des humains qui se cassent la gueule et qui s'empoignent et qui sont dans des querelles d'ego affligeantes. Ça, c'est la construction malheureuse des humains. Mais la vie fait que des enfants naissent, qui naissent la plupart du temps en bonne santé, sans handicap, et continue d'indiquer que le processus vivant, vous l'appellerez comme vous voulez, le grand tout, le grand Manitou, Dieu, la vie, l'esprit, la grâce, peu importe le mot, mais que la vie continue à croire dans la vie et amène encore des enfants. Alors on est d'accord que sur le plan des constructions humaines, nous vivons un sérieux chaos, on est bien d'accord. Et qu'il y a beaucoup de raisons d'avoir de l'éco-anxiété notamment, ou des angoisses existentielles par rapport à la folie des hommes, c'est sûr. Mais ça, c'est la folie des hommes. Moi, j'ai confiance dans la vie et je me ressource profondément en étant en contact avec la nature, avec cette stabilité, cette pérennité de la nature. Je peux pas vivre sans ça. Je pourrais pas vivre en ville, par exemple, couper des cycles et des saisons. Même si j'y voyage régulièrement, j'ai absolument besoin d'avoir une racine terrestre pour sentir que finalement, la Terre survit. Et quand on s'assoit au pied d'un arbre qui a 300 ou 400 ans, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il a vécu? Qu'est-ce qu'il a traversé? Le nombre de guerres, la Révolution française, des émeutes, des famines, c'est hallucinant. Et il est là, tranquillement, et il continue à porter ses feuilles, et son bruissement vous enchante. C'est ça que nous avons besoin de contacter profondément, le bruissement enchanteur de la vie, au-delà des circonstances humaines maladroites, malheureuses, affligeantes, comme je l'évoquais, qui sont passagères, qui peut-être amènent de la destruction, c'est sûr. Donc, je ne dis pas qu'il s'agit d'être indifférent, on a besoin aussi de pleurer la folie par moments, et croyez bien que je pleure ma part quand je suis complètement dépité par ce qui se passe. Mais en même temps, je vais enlever le mais, et en même temps, se nourrir de ce qui va bien et donc ne plus accepter le piège des médias catastrophiques. C'est contre-productif. Il y a plus de choses qui vont bien sur la planète que de choses qui vont pas bien. Vous le savez, 90 ou 95% des trains arrivent à l'heure, avec quand même une organisation incroyable. 5% sont en grève ou arrivent en retard. Sur quoi je porte mon attention? La plupart des avions arrivent avec toute leur cargaison en parfaite sécurité, et c'est un miracle de technologie et de savoir-faire humain. C'est quand même extraordinaire d'avoir réussi à monter ça. Et de temps en temps, il y en a un qui s'écrase, c'est clair. Mais le seul qui prend toutes les manchettes des journaux, c'est le train en retard ou l'avion qui a eu un ennui. Et je dis pas qu'il faut pas en parler et qu'il faut pas s'occuper. Je dis que la réalité est plus belle que ce qu'on en traduit dans les médias et que ça demande de la discipline humaine que de pas se laisser bouffer par les mauvaises nouvelles et le verre systématiquement à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Ça nous bousille la vie. C'est ce que j'ai appelé dans mon travail. C'est un des mécanismes autobloquants dont je parle régulièrement dans les différentes formations. C'est la première, je l'ai mise en avant, c'est le mécanisme autobloquant de la culture du malheur, le goût du drame, l'attachement à la souffrance, l'incroyable capacité à envisager le pire. Nous avons besoin de nous défaire de ça, petit à petit, et co-créer une culture, si pas de la joie, on n'est pas toujours joyeux, mais qui sait se nourrir de joie pour établir une culture de paix, un état de paix intérieure stable et transportable à travers les intempéries, un état de confiance dans la vie. Et vous le savez sans doute, les personnes qui ont survécu au camp de concentration nazi et qui ont pu relater leur traversée invraisemblable ou dont on a pu parler parce qu'ils avaient pris des notes ou parce qu'ils avaient des compagnons, sont des personnes qui avaient réussi à garder le goût de la vie, la confiance dans la vie, malgré l'invraisemblable atrocité de leurs circonstances. Et donc, j'ai envie de nourrir cette confiance que la vie se transforme et est résiliente. Merci pour votre question. Merci beaucoup Thomas pour cet encouragement. Je vois dans le chat que ça résonne pour beaucoup.
Merci. Voilà donc la fin de cette partie sur les peurs, les doutes et les blocages, comment les dépasser. Et on a reçu beaucoup de questions par rapport à ce thème, famille, amis et entourage, comment arriver à être pleinement soi-même dans nos relations. C'est les questions qu'on vous propose d'aborder maintenant. La première question nous vient de Loïc. Comment faire pour continuer à côtoyer ses parents et sa fratrie qui demeurent dans d'anciens schémas de pensée, critique, jugement, non-écoute, médisance, etc., alors que soi-même, nous essayons de nous sortir de tout ça sans pour autant couper les ponts? Et la question d'Olivia qui résonne également. Comment garder le lien avec notre entourage, famille, amis, lorsque celui-ci ne comprend pas nos choix de vie? Comment gérer sereinement la distance que peuvent installer nos choix de vie avec cet entourage? Par exemple, comment ne pas s'énerver quand l'oncle, la belle-mère, la mère ou le frère se fichent de nos choix et les critiquent à table lors de fêtes de famille? Merci de vos retours, Olivia. Merci à tous les deux pour ces questions qui reviennent également régulièrement dans cette période de transition où beaucoup de personnes comme vous, comme ceux qui sont là, j'imagine, on sent l'appel à vivre une vie un peu différente, peut-être même complètement différente de ce qu'ils ont pu vivre avant et souhaitent s'outiller pour faire cette réorientation. Et donc, cela génère, comme vous l'évoquez tous les deux, de la résistance, parfois même des critiques, parfois même du scepticisme, voire du cynisme même dans le milieu qui, par homéostasie, on vient de l'évoquer, souhaite ne pas être bousculé et rester dans ses petites habitudes. Ça demande du courage, Loïc et Olivia, ça demande de la persévérance, ça demande aussi de l'humilité, qu'on ne va pas transformer les autres, on peut juste se transformer soi. Et une certaine endurance pour effectivement entendre les critiques parfois acerbes sans répondre sur le même ton. J'aime me dire, pour l'avoir vécu moi-même, que devenir psy quand on sort d'une famille catho-bourgeoise, c'est pas très comme il faut. Je peux vous l'assurer. En tout cas, voilà, je peux très bien comprendre ce qui se passe chez vous. L'idée, c'est de ne pas entrer dans le débat agressif, essayer d'avoir de l'empathie pour la personne qui prononce ce qu'elle dit, essayer de rejoindre qu'est-ce qu'il y a derrière la critique, qu'est-ce que la personne voudrait, c'est quoi la valeur qu'elle veut vivre derrière ça. C'est pouvoir poser son point de vue posément, de pouvoir dire, écoute, je comprends que tu sois pas d'accord, je comprends que tu comprennes pas mes choix, est-ce que ça t'irait juste de les respecter comme je respecte les tiens? Et puis basta, on va voir ailleurs, on sort de la pièce où on se resserre un verre en trinquant. Mais l'idée, c'est pas d'entrer dans un débat, vous n'allez pas changer les autres, surtout si précisément votre changement à vous est en train de les insécuriser. Ils vont mettre de l'énergie à vouloir vous faire revenir à ce que vous étiez. Voilà, alors je le répète, ce que j'ai déjà dit, on n'est pas sur Terre pour ne pas déranger, on est sur Terre pour devenir qui nous sommes et apporter notre tressaillement à la vie, notre énergie propre, notre couleur propre à la grande peinture ou notre sonorité propre à la grande symphonie, vous le nommez comme vous voulez, mais effectivement, ça n'est pas nécessairement confortable de sortir du rang et de s'entendre critiquer. Et je crois en même temps que c'est drôlement nécessaire parce qu'il y a un aspect citoyen là-dedans. Nous avons collectivement besoin de sortir de nos vieilles habitudes de pensée. Nous avons besoin de revoir les croyances, les systèmes mentaux qui sont arrivés à créer une société aussi mortifère que celle que nous vivons. Et donc, nous avons besoin de nous remettre en question et de retrouver des systèmes de pensée qui servent la vie et qui l'honorent et qui l'embellissent, plutôt que des systèmes de pensée qui la ruinent et qui vivent des rapports de combat et de lutte. Donc, c'est un enjeu, à mon avis, citoyen, que de faire ce travail de discernement et d'apporter du neuf, en se doutant bien que c'est sans doute pas là que nous serons mieux accueillis, comme vous dites. Gardez un lien parce que c'est votre famille, comme vous le dites, Loïc. Mais en même temps, accepter qu'il prendra un peu de distance, peut-être ce lien, et qu'on ne sera peut-être pas aussi fréquent de retour à la maison que d'habitude. Et pouvoir peut-être même s'en expliquer en disant, voilà, les amis, je comprends que mes choix ne vous conviennent pas et que vous soyez surpris. Soit vous les acceptez tranquillement et je reviens avec joie vous voir, soit vous me critiquez systématiquement et je préfère rencontrer des personnes qui évoluent dans le même sens de ce qui m'intéresse moi. Je critique pas vos choix, mais ne critiquez pas les miens.
voyez, cessons d'être gentils, soyons vrais. Il y a quelqu'un qui a écrit un chouette bouquin sur ce sujet, je pense. Merci à tous les deux. Tu le connais, Thomas, celui qui a écrit ce livre? Oui, oui, plutôt ça. Un petit peu. Super. Ouais, je vois que ça fait beaucoup d'écho dans le chat. Il y a beaucoup de réactions et j'ai vu passer aussi des personnes qui trouvent des stratégies pertinentes d'arriver aussi à se rapprocher de groupes, de personnes qui partagent le même sens, les mêmes envies, les mêmes élans pour aussi se sentir soutenus, compris et partagés. Oui, vraiment, merci Gabin de relever ça. Effectivement, je pourrais proposer à Loïc, Olivia et les autres précédemment de ne pas rester seuls, hein, de retrouver des groupes de personnes qui, comme ce soir, sont nombreuses à vouloir apporter du changement, renouveler les vieilles habitudes, sortir des programmations et sentir que donc on est soutenu. C'est extrêmement soutenant. C'est bien sûr. Ouais. Super. Alors, la question suivante nous vient de Julie. Depuis plusieurs années, je fais du développement personnel. Je tente de garder l'esprit positif. En observant les gens, proches, collègues, etc., je me rends compte que les gens sont souvent très négatifs. Ce n'est pas évident de garder le cap positif que j'essaye de donner à ma vie. Auriez-vous des conseils, Julie? Une des clés du travail sur soi que nous pouvons faire et qui est particulièrement clarifié par la communication non violente, c'est la capacité à nous donner de l'auto-empathie, de la présence à l'humain que nous sommes. Et donc d'écouter avec profondeur, avec tendresse, avec bonhomie, disais-je plutôt, la partie de nous qui est dépitée, qui est découragée, qui en a ras-le-bol. Nous apporter cette écoute à part l'intérieur, c'est étonnamment puissant. Je suis pas tout seul avec mes réactions par rapport au climat extérieur. Je suis avec moi-même et je peux, si j'ai entendu une critique ou des remarques négatives, etc., qui m'ont fatigué, agacé, je peux apporter de l'écoute à cette partie de moi pour ne pas m'endormir avec un climat d'amertume. Je fais ma paix intérieure. Et petit à petit, je rejoins des cercles de parole, des cercles d'échange, ou des cercles simplement de rencontres, d'amitié, dans lesquels les gens ont choisi d'évoluer, de bouger et de faire des choses qui leur apportent plus de joie et de faire confiance que le verre est plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. J'oriente mes choix, je quitte peut-être certaines amitiés, on n'a pas encore dit ce soir, mais ça peut faire qu'effectivement je quitte certaines relations qui non seulement ne sont plus bénéfiques, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de valeur ajoutée, elles ronronnent, mais elles sont peut-être même usantes, elles prennent de l'énergie. Et ça peut arriver, malheureusement. Nous aimerions bien grandir avec tous nos liens, sans doute, mais il se fait que les choix sont pas les mêmes à certains moments et que nous n'aurons plus du tout le même goût à vivre, la même saveur à vivre dans certaines conversations, certains échanges avec des personnes que nous avons pu côtoyer parfois pendant des années. Et puis, c'est plus ça. Et donc, c'est important de le reconnaître pour dégager de l'espace en soi pour d'autres amitiés et rencontrer des personnes avec qui nous aurons plus de vibrations communes et d'élan de vivre. Voilà. Super. Merci, Thomas. Merci, Julie, pour la question. Les questions suivantes. La première nous vient de Franck. J'éprouve une forme d'égoïsme à penser, oser vivre pleinement sa vie. J'ai l'impression que c'est trop centré sur soi, laissant de côté ses proches. Qu'en pensez-vous? Et deux questions qui résonnent avec ça. Sophie, comment s'autoriser à vivre pleinement sa vie sans culpabiliser et sans avoir peur d'être égoïste? Et Claire, je suis infirmière et maman, je culpabilise de passer des moments pour moi. Comment puis-je remettre de l'équilibre dans ma vie? Merci à tous les trois pour ces questions également régulières, cette division intérieure qui est souvent le fruit de culpabilisation. La culpabilité, comme vous le savez, est un poison qui tétanise, ça nous empêche de vivre. Ce qui est intéressant, c'est la responsabilité. La responsabilité est une vitamine qui dynamise. Et c'est pas du tout la même chose, évidemment. De quoi sommes-nous responsables? Nous sommes responsables d'être des êtres qui se rencontrent personnellement, qui se connaissent, qui s'apprécient
pour apporter au monde tous les beaux talents qui sont en eux, offrir leur générosité, leur attention, leur empathie, leur écoute, parce qu'ils sont dans la joie d'être vivants. Et donc, la joie d'être vivant, ce n'est pas un enfermement dans du narcissisme ou dans l'égoïsme, c'est de l'ouverture aux autres. Vous connaissez la boutade qui dit qu'un égoïste, c'est quelqu'un qui ne s'aime pas assez. Et du fait qu'il s'aime pas assez, il est égoïste parce qu'il thésaurise, il n'en a que pour lui, il compense son non-amour de soi par toutes sortes d'attachements. S'il s'aimait suffisamment, de façon juste, profonde, eh bien, il serait intéressé aux autres et il serait ouvert. Et j'aime bien rappeler cette formule que j'ai mis en exergue de mon dernier livre, je pense, qui est d'un philosophe théologien américain, Howard Thurman, qui dit ceci: ne cherchez pas ce dont le monde a besoin. Cherchez ce qui vous éveille à la vie, et puis faites-le. Car ce dont le monde a besoin, c'est d'être qui s'éveille à la vie. J'ai lu cette phrase grâce à David Servan-Schreiber, que peut-être certains ont connu, qui a écrit de nombreux ouvrages, qui était un ami. Et elle a fait bing à l'intérieur de moi-même. Moi qui ai une éducation catho, très culpabilisante, il faut s'occuper des autres, jusqu'au burn-out. Waouh! Je me suis pris en pleine figure que si je vais jusqu'au burn-out, il n'y a plus personne. Si, bien sûr, à d'autres personnes, mais je peux plus m'occuper des autres, que la seule façon de m'occuper des autres, et j'en parle en connaissance de cause, puisque je m'occupais de jeunes de la rue pendant 10 ans à côté de mon métier de juriste, qui était un plus qu'un full-time job, eh bien, je me suis bien rendu compte que si je prenais pas soin de moi aussi, j'allais plus pouvoir avoir cette action sociale qui me tenait tant à cœur. Même chose avec mes clients comme avocat. Si je prenais pas soin de moi, j'allais passer un burn-out. Donc, le soin de soi est la clé du soin pour l'autre. La paix intérieure est la clé de la paix extérieure que nous allons diffuser autour de nous. Et c'est essentiel d'arriver à se ressourcer. Et merci pour la question Claire comme infirmière et maman. Prenez du temps pour vous reposer, sinon vous allez le faire payer à vos malades en les soignant sans disponibilité, sans tendresse, c'est le risque en tout cas, et on en connaît malheureusement qui n'ont pas eu le temps de se reposer, de se poser et de prendre soin de soi, et qui peuvent être un peu brutales malgré les bonnes intentions avec leurs patients ou avec leurs enfants. Combien de parents ne font-ils pas payer leurs agacements de toute la journée à leurs enfants le soir en rentrant à la maison? J'ai pas géré mes tensions avec le patron, avec les clients, avec les autres services, avec les fournisseurs dans l'entreprise où je suis, ou peu importe le travail. J'ai pas géré tout ça. Il y avait des embouts tout le long de la route. Je suis énervé, agacé. Je rentre à la maison, mon gamin fait une petite bêtise et paf, il s'en prend plein la figure. Pourquoi? Parce que j'ai pas pris de temps pour moi. J'ai pas fait un sas de transition. Je n'ai pas pris ma douche psychique en sortant du travail pour réaliser, une partie de moi est en colère parce que j'ai pas aimé comment le patron m'a traité tout à l'heure. Demain, je lui parle. Je suis dépité parce que mes voisins de bureau font un bruit pas possible, j'arrive plus à me concentrer. Demain, je leur parle. Je suis découragé parce que le client là, et donc je passe les choses en revue. Et puis, je prends un temps pour moi. Qu'est-ce que j'aimerais après cette journée fatigante, avoir le temps d'aller faire un jogging ou peut-être méditer ou je ne fût que marcher un petit peu dans le parc voisin, etc. Ça me ferait le plus grand bien, ou jouer un peu de mon instrument de musique, etc. Ça me ferait du bien. Je reconnais la partie de moi dont je n'ai pas le temps de m'occuper pour qu'elle soit un peu plus calme. Nos besoins ont plus besoin d'être identifiés, d'être reconnus que satisfaits. Clé de conscience non violente. Je prends ce temps pour reconnaître mes besoins, comme ça, je me donne rendez-vous mercredi après-midi ou en tout cas samedi pour faire la balade en question ou l'instrument de musique en question. Et enfin, je prends soin de la troisième partie de moi, et il y en a peut-être plus, qui est, j'ai plus envie de mes enfants depuis ce matin, j'ai vraiment à cœur de les retrouver dans la joie et de les accompagner pour leurs devoirs ou la prise de bain ou la douche, etc. et leur faire un bon repas joyeux parce que j'y tiens et j'ai tellement d'amour pour eux. Et je rentre dans cette disposition d'esprit là. Et si le gamin fait une bêtise grande comme ça, je ferai un ajustement grand comme ça, qui témoignera de mesure, de justesse et de quand on est un adulte, on gère. On gère l'ensemble. Mais ça, vous l'aurez perçu, c'est de la non-violence 7e dan. Ça demande de la pratique et de la pratique. C'est pas du jour au lendemain. Mais je reviens à ce que j'évoquais à l'instant. Dans mon travail, je rencontre tellement j'ai rencontré comme thérapeute tellement d'enfants qui font les frais des frustrations accumulées par les parents pendant la journée. Et c'est une sorte de génocide psychique quotidien qui n'apparaît pas dans les journaux.
On n'en parle pas. C'est ce que j'appelle de la brutalité ordinaire. Il y a même des parents qui vous disent c'est pour son bien, c'est pour son éducation. Qu'est-ce qu'il croit? C'est ma journée n'a pas été facile. Attends, ton enfant n'est pas ta poubelle à frustration. Ton enfant est un être humain qui a besoin d'être compris, écouté, aimé, chéri, et à avoir du temps de disponibilité, de présence et d'attention. Donc, prendre soin de soi, je reviens au thème de la question, est essentiel pour pouvoir prendre soin des autres. Un citoyen pacifié, qui a pris le temps de se pacifier, est un citoyen pacifiant. Il est activement pacifiant. Et donc, au diable la culpabilité, laissez-la se dissoudre dans la joyeuse responsabilité d'être un être qui est agréable à vivre, que l'on retrouve le soir avec plaisir, et dans les bras de qui on se jette avec joie, parce qu'il y a de la détente, et il y a de la fantaisie, et il y a de la bonne humeur. Et ça s'apprend. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Thomas, effectivement, merci pour les questions. Les 2 questions suivantes nous viennent de Laurie et Lily. Comment être soi-même et pleinement épanoui quand actuellement notre monde nous juge en permanence? Travail, sphère familiale et amicale, dans la rue, etc. Merci pour vos réponses. Et Lily, comment oser être soi lorsqu'on fait partie d'une minorité, que ce soit une minorité ethnique, culturelle, religieuse ou encore l'hypersensibilité, et que l'on a l'impression d'être jugée, différente et à l'écart? Merci à toutes les deux de nouveau pour ces questions qui recoupent certains sujets déjà travaillés. Vous vous doutez, j'imagine, de la réponse que je vais vous proposer, qui est de travailler à oser être vous-même, quelles que soient les circonstances extérieures. Et je ne dis pas un instant que ce soit facile. Et je dis que ça vaut la peine et que c'est peut-être même ce que la vie vous propose comme sens. Travailler à cette assertivité, cette capacité à passer le fer au feu de la brutalité ordinaire dont on vient de parler, des critiques, des jugements, passer votre fer intérieur au feu de ces contrariétés pour sentir que vous s'établit en vous de plus en plus la sécurité d'être au bon endroit. Ou la sécurité de quitter les circonstances qui ne vous apportent plus de bien-être pour aller au bon endroit. Les deux peuvent se vivre. Soit vous trouvez de la sécurité intérieure dans les circonstances en question, et j'ai confiance que petit à petit les circonstances pourraient s'améliorer parce que vous aurez cette force intérieure qui va quand même être contagieuse, je pense, et apporter de la réflexion. Soit vous aurez perçu que c'est le moment de quitter les circonstances avec ce milieu qui n'est pas favorable à votre expansion, votre ouverture, et que vous mettrez un processus de changement, de réorientation en route, petit à petit. Mais l'idée, c'est de sortir d'une éventuelle résignation, l'idée de se résigner comme ça, d'être dans la vase jusque-là, à se dire jusqu'ici ça va, je peux encore un peu respirer. C'est pas le sens de la vie. Le sens de la vie, c'est de quitter la vase en prenant une assise solide en soi pour marcher avec un peu d'aisance, si même pas de grâce, sur la berge. Le monde nous souhaite ça. Si vous observez la nature, il n'y a pas un chêne qui se demande s'il est au bon endroit, ou une fougère, ou une ortie, ou un chevreuil, ou un busard. Chacun fleurit dans ce qu'il est et donne le meilleur de soi. Et c'est ça qui fait la beauté et la pérennité de la nature. Alors, c'est une invitation à dépasser ces freins et c'est accepter l'inconfort. Il peut se faire, vous voyez, comme Laurie, comme dit, quand notre monde nous juge en permanence, une bonne colère non violente peut être l'occasion d'indiquer vos limites, de pouvoir dire un stop majeur devant votre équipe, si vous êtes au travail, devant votre famille, si c'est en famille, et dire là, franchement, j'en ai assez, j'ai besoin d'être respecté dans ce que je suis, dans ma différence. Je comprends vos inquiétudes et vos frilosités, je les respecte, merci de me respecter à votre tour, sinon je crains que je ferai choix de rencontrer d'autres personnes et de travailler ailleurs. Ce sont des gentils, soyons vrais. Et je dis ça avec bonhomie et bonne humeur, et je sais que c'est pas facile, mais ça vaut la peine, vraiment. Et toutes les personnes qui ont réussi cette capacité à s'affirmer
découvrent qu'elles vivent à un autre palier. Leur énergie qui était mise à composer avec de la critique, avec du jugement, à essayer de s'adapter, suradapter, à parfois filer doux pour ne pas générer. Toute cette énergie de suradaptation est enfin mise à la création, à l'expansion, à l'ouverture, au don de soi. Et c'est tout bénef, si j'ose dire. Alors, plus précisément pour Lily, pardon, si vous faites partie d'une minorité, alors clairement, il y en a de toutes sortes, comme vous l'évoquez, et que l'on vous fait porter la différence. Je me doute de la difficulté. En partie, je peux la ressentir personnellement également. C'est pas là par hasard. C'est ce que j'ai envie de vous répondre. C'est qu'il y a une sorte de friction positive pour décaper quelque chose encore plus finement et vous amener à trouver vraiment votre autorité intérieure, votre majesté intérieure, votre puissance intérieure, qui va au-delà de ces éventuelles critiques ou rejets. Trouver vraiment qui vous êtes, la vraie personne derrière le personnage. Et il est possible, je ne connais pas le contexte, je pars de la petite phrase que vous écrivez, que je relis là, il est possible que ces frictions sont proposées pour un plus grand éveil et une plus grande conscience. Et personne ne dit qu'être frictionné, ce soit confortable, on est d'accord. Merci beaucoup d'accepter le risque que mes réponses paraissent très, très pauvres aux enjeux en question. Ça mériterait peut-être d'en faire tout un atelier, bien sûr, en profondeur. C'est vrai, merci Thomas, effectivement. C'est vrai que les questions qu'on a reçues, on vous remercie vraiment pour le fait d'avoir partagé ces questions. Et je vois que pour beaucoup dans le chat, c'est en écho, ça résonne, beaucoup de personnes se reconnaissent dans les questions. C'est vrai que c'est des sujets, des enjeux assez importants qu'on évoque ce soir. En tout cas, je suis ravi qu'on ait l'occasion de le faire. Merci beaucoup Thomas de te prêter à ce jeu-là. Oui, c'est un peu de la haute voltige, comme je ne connais pas les contextes, évidemment, et que j'ai vraiment à cœur d'être très, très respectueux du vécu de chacun. C'est si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Et c'est juste une piste, évidemment. Bien sûr. Et le dernier thème qu'on a identifié dans les questions qu'on a reçues est un thème passionnant. Comment trouver sa voie et prendre des décisions, faire des choix. On a quelques questions par rapport à ça. Et ça démarre avec la question de Nelsia. Comment se relier à nos élans de vie profonds et arriver à être complètement soi-même? Comment trouver et savoir ce qui donne du sens à notre vie afin de la vivre pleinement? Merci beaucoup. On a abordé ou frôlé en tout cas ces thèmes déjà pendant les questions précédentes. Pour moi, c'est un enjeu d'intériorité, de prendre systématiquement du recul par rapport à ce que je vis pour observer ce qui est nourri et ce qui n'est pas nourri. Vous l'aurez peut-être déjà pratiqué avec nous dans les différentes formations dans le développement. Nous commençons toujours une journée ou un atelier en nous posant la question « Comment ça va ? Comment je me sens ?» à nous-mêmes. Qu'est-ce qui va bien? Quels sont les sentiments agréables que je vis pour le moment et qui m'indiquent donc des besoins qui sont nourris? Ce qui indique le sens de ma vie, ma boussole va par là, et qu'est-ce qui est désagréable en moi, et qui indique donc des besoins qui ne sont pas nourris, qui sont en creux, et que j'accueille, bien sûr, j'accueille les sentiments désagréables, en évitant, bien sûr, de les juger négatifs. Ils sont pas négatifs, ils sont juste désagréables, et j'ai besoin de les écouter parce qu'ils ils me parlent de moi. Donc j'ai évidemment balayé depuis longtemps la division positif ou négatif, c'est agréable ou désagréable, parce que ça c'est pertinent, ça permet d'aller voir de plus en plus quelle est la couleur de mon élan de vie, et si je savoure systématiquement, et je vous recommande souvent, je l'ai déjà fait 3 fois par jour, vous posez cette petite question, 3 minutes 3 fois par jour. Si je sais décoder mes joies régulièrement comme ça, je sens de plus en plus par où ma vie va. Qu'est-ce qui fait sens? Qu'est-ce qui a fait sens dans ma journée? Qu'est-ce qui fera sens dans ma soirée? Qu'est-ce qui fait sens dans l'instant? Qu'est-ce qui a du goût? Qu'est-ce qui signifie quelque chose? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place petit à petit? Et en même temps, qu'est-ce que je n'aime pas? Qu'est-ce que j'aime plus? Qu'est-ce qui me met en colère? Qu'est-ce qui me désole? Qu'est-ce qui me rend impuissant? De quoi j'ai ras-le-bol? Et j'ai besoin de comprendre ça, de nommer ça pour petit à petit envisager un processus de transformation.
Et c'est ça qui va faire que de plus en plus, je vais sentir mon fil rouge. Beaucoup ont entendu ma proposition de dessiner sur un graphique quand je fais un stage ou une conférence, un fil rouge pour indiquer que nous avons envie de sentir que nous sommes alignés sur notre fil rouge, en expansion, en ouverture, et que nous savons quitter nos enfermements, qui est l'autre fil qui s'enroule sur lui-même et qui part à gauche sur le graphique. Cette façon de s'écouter régulièrement est une clé qui paraît anodine, parce que comment est-ce qu'en s'écoutant 3 minutes, 3 fois par jour, on va apprendre à se connaître? Eh bien, c'est parce que c'est systématique que ça devient drôlement pertinent. Et très vite, vous verrez que vous aurez envie de faire plus que 3 minutes, parce qu'il y a un état de bien-être à s'écouter avec discernement. Pas juste s'écouter dans la tête, s'écouter dans son ressenti profond, au-delà des sentiments qui parfois nous chavirent à gauche, à droite, dans nos besoins profonds. Et là, sur l'écran, on ne le voit pas, mais je mets ma main vraiment sous mon nombril, mon hara, mon centre profond. Je m'écoute là, à l'intime de moi. Parce que malheureusement, souvent, le petit boulinet là, il tourne fou et les émotions s'agitent dans tous les sens. C'est pas là qu'on écoute, on écoute en profondeur. Et ça, cet apprentissage de l'auto-empathie dont nous avons déjà parlé, ça se pratique. C'est un des bénéfices de l'approche de la communication consciente. C'est d'apprendre à écouter en profondeur. Et là, de plus en plus, nous allons sentir l'axe de la boussole pour répondre à votre question, comment trouver, savoir ce qui donne du sens à notre vie afin de vivre pleinement, et en sentant que le tressaillement est de plus en plus juste. Comme je répondais à ce père qui souhaitait trouver plus de sens alors qu'il a un métier alimentaire, en fréquentant régulièrement d'autres choses, des choses nouvelles, des choses qui font sens, des choses qui donnent le goût, en les vivant, petit à petit, la vie apporte des occasions. Lorsque je clarifie les climats que j'aime, les valeurs que je veux vivre, ce qui fait sens, et que je m'en habite régulièrement, je laisse ça m'imprégner, eh bien, j'observe que, vous appelez ça comme vous voulez, c'est peut-être la loi de l'attraction ou de la synchronicité, peu importe, des occasions viennent, des occasions surprenantes. Vous voyez. J'ai fait un bref récit de ces synchronicités dans ma propre vie, dans la nouvelle édition de Cessez d'être gentil, soyez vrai. Je partage 25 ans de vie avec ce livre-là, pas tout à fait 25 ans, 22 ans, pardon, et combien ce livre est arrivé suite à toutes sortes de synchronicités qui me seraient parues complètement improbables si vous les aviez dites à l'avance. Mais à partir du moment où on choisit d'aller vers quelque part, et que l'on goûte l'idée de s'y rendre petit à petit, quelque chose se met en place qui va nous faciliter ce parcours. De nouveau, pas d'un coup, mais si nous sommes opiniâtres, que nous nous accrochons, déterminés, tôt ou tard, ça va venir. J'ai acquis cette confiance en le voyant tellement fleurir autour de moi. Voilà, merci pour la question, Nelsia. Merci Thomas. Les 2 questions suivantes nous viennent de Gaël et Magali. J'aimerais savoir comment faire quand on se sent perdu, quand on n'arrive pas à identifier clairement ce qui ne va pas, quand on a des difficultés à faire des choix et à avancer. Faut-il connaître sa destination pour avancer? Faut-il avoir identifié le vide pour vivre sa vie pleinement? Et Magali, que faire quand on ne sait plus où l'on va et ce que l'on veut vraiment? J'ai l'impression de douter de tout le temps. J'ai peur de m'engager dans une voie différente des autres et de ne pas réussir. Merci beaucoup pour ces questions de nouveau très actuelles et très régulières. Faut-il connaître sa destination pour avancer? Pas forcément sa destination, mais son axe. Vous voyez, soit vous décidez d'entrer dans la finance, soit vous allez faire du maraîchage, mais vous n'allez pas forcément faire les deux. Qu'est-ce qui vous parle le plus? Qu'est-ce qui fait sens? Alors vous deviendrez peut-être financier dans une ferme de maraîchage, ça c'est possible. Ou vous allez faire du maraîchage sur le toit d'un privé. Il y a des combinaisons possibles, bien sûr. Mais sentez par où ça va. Et si vous êtes vraiment en difficulté de sentir par où ça va, ressentez par où ça a été. Revenez à des moments qui ont fait sens pour vous.
Revenez à des circonstances qui ont été plaisantes, qui ont nourri des besoins. Revenez à ces vacances-là où vous avez eu des échanges profonds, authentiques, joyeux, fins, avec du contact avec la terre, avec la nature, avec peut-être de la collaboration, du partage de tâches, etc. Et commencez ainsi à récolter les ingrédients de par où vous avez envie d'aller. C'est extrêmement précieux de savoir décoder la joie. Elle est peu prisée dans la culture du malheur dont nous avons parlé, des mécanismes autobloquants. La joie, elle est décriée, les gens joyeux sont suspects d'égoïsme ou de narcissisme ou d'indifférence au monde. Alors on ne fait pas beaucoup crédit des gens joyeux, c'est la culture du malheur et c'est le goût du drame. Alors que toutes les traditions spirituelles à travers le monde nous indiquent que le sens de la vie, c'est d'arriver à trouver cette joie intime, profonde, ou cet état de paix plutôt intérieur apporté à travers les circonstances. Pour pouvoir justement en être généreux. Et s'il y a bien un enjeu dont le monde manque aujourd'hui, c'est la joie, la douceur, l'enthousiasme, la confiance. Donc à nous de contribuer à apporter ça. Voilà, donc c'est une des façons de clarifier par où vous voulez aller, c'est de bien décoder les joies. Qu'est-ce qui fait joie pour vous? Ce qui fait joie fait sens. J'anime un atelier sur ce thème-là. Ce qui fait joie fait sens. Alors, faut-il identifier le vide pour vivre sa vie pleinement? Ça peut passer par là. Bien sûr, ça peut passer par là que tout s'effondre, tout se décroche. Vous êtes dans l'automne complet qui défait les feuilles, les branches, il reste un tronc peut-être même plus de tronc, des racines. Cette espèce de grand nettoyage fait un reset, pour employer du jargon de technologie qui ne m'est pas très familier. Mais le passage à vide, liquéfaction, une sorte de moment de vide. J'ai déjà utilisé l'image de la chenille qui devient papillon. Vous savez, quand elle tisse son cocon et qu'elle s'y enferme, ce n'est pas pour y faire une petite sieste. Rien du tout. Elle s'est fait un petit contenant pour s'y dissoudre. Elle se dissout, la chenille. Et elle redevient un liquide primal, une glu, informe. Elle perd totalement sa forme. Et petit à petit, de ce liquide informe, surgit une antenne, une patte, une aile et évidemment l'admirable papillon. C'est passé par une liquéfaction, une réduction à l'essence, à la base. Et donc, dans nos processus d'éveil et d'envol, nous passons par des moments de liquéfaction où tout s'effondre. Ça fait partie du processus et ça peut prendre une saison. Nous ne sommes pas maîtres de la saison. Il y a des saisons comme ça. Alors, c'est pas le sens de la vie de rester liquéfié. L'idée, c'est de retrouver le papillon, laisser grandir le papillon petit à petit. Je pense que cette première partie a pu répondre à Magali, plus ou moins, que quand on sait plus où l'on va, ce qu'on veut vraiment, revenez sur des souvenirs anciens, des moments qui ont fait sens, quelque chose qui vous a éclairé. Et si vous n'avez, malheureusement, ça peut arriver, pas de souvenirs anciens qui soient plaisants, vous aurez peut-être pu faire des lectures, lire un poème, voir un film, entendre parler d'une histoire qui vous a touché, qui a fait sens. Peut-être que dans l'actualité, certaines choses belles et bonnes qui se passent quand même et qui ont réussi à traverser la barre des médias évoqués plus tôt, peuvent vous donner le goût de vivre, vous dites c'est bien quand même, ça c'est beau. Et sinon, abonnez-vous à certains Instagram qui ne passent que des bonnes nouvelles. Et ça existe aussi, et c'est porteur, c'est encourageant. Il y a de quoi parfois se fendre de rire et de joie de voir la merveille, l'innocence, la grâce, la beauté. Nourrissez-vous de belles et bonnes nouvelles. Quittez la culture du malheur. Arrêtez de regarder la télévision, lisez de beaux romans, relisez les philosophes, lisez les poètes, lisez les messages spirituels. Vous voyez, je suis en train de donner des conseils, ce qui n'est pas du tout mon genre, mais c'est une invitation, disons, à ne pas ressasser ce qui va pas, mais aller voir les ouvrages de gens qui ont senti la pulsion de vie et qui souvent ont senti les mêmes doutes. Quels sont les poètes qui n'ont pas passé des années dans le doute et parfois l'un et l'autre, mais quand même ils ont écrit des choses magnifiques. Et quel est le musicien qui n'a pas eu sa crise existentielle? Mais réécoutez les grandes musiques, inspirez-vous, sentez le frémissement de la puissance de vie qui est là. Voilà, je rappelais l'arbre et le tressaillement de l'arbre qui a 300 ans ou 400 ans. Il y a des musiques qui ont 300 ans et qui sont somptueuses et n'ont pas pris une ride. Goûtons. Laissons la vie nous habiter.
Voilà, Magali, et si vous êtes dans une phase de doute, ça fait aussi partie du processus, hein. Mais peut-être que c'est justement l'occasion de se dire, je vais aller rencontrer des êtres vivants à travers tout ce que la civilisation nous propose. Merci à toutes les deux pour vos questions et désolé si mes réponses sont sommaires. Merci beaucoup, Thomas. Merci pour les questions. Plus que des conseils, Thomas, j'ai l'impression d'entendre des propositions et des pistes avec enthousiasme et vigueur, mais je trouve ça intéressant. C'est top. Merci. La question suivante nous vient de France par rapport au choix. Comment faire quand on est partagé entre deux choix essentiels? Rester avec quelqu'un avec qui la vie suit son cours gentiment, mais sans plus d'intimité, et une autre personne avec laquelle on pense pouvoir vivre quelque chose de mieux, de plus intime, de plus profond, de meilleur pour soi. Quel cheminement permet de se déterminer, France? Merci France. Je peux bien imaginer que vous n'êtes pas la seule à vous poser ce type de questions et qu'il n'y a pas de réponse magique évidemment pour ça. C'est de nouveau une question d'écoute intérieure fine, de votre élan de vie profond et de pouvoir gérer à la fois la capacité à approfondir une relation qui a présidé à vos choix jusqu'ici et qui demande peut-être un approfondissement, un dépassement d'automatisation qui se sont installés, peut-être d'un certain ralentissement du rythme de la rencontre. Il y a peut-être un nous qui s'est laissé endormir et qui a besoin d'être revivifié dans cette relation-là et qui demande un peu de collaboration de je et tu. Vous savez qu'il y a 3 personnes dans une relation. Il y a je, il y a tu et puis il y a nous. Hein, que nous a sa vie propre et a besoin d'être ravivé par moment pour ne pas s'anesthésier. Et en tout cas, dans tout type de changement, qu'il s'agisse d'un changement de vie amoureuse ou amicale ou d'un changement professionnel, etc., je propose de dévouer un certain temps à se changer soi dans le cadre. Le cadre reste le même. Je choisis de conserver cette relation amoureuse ou cette responsabilité professionnelle, mais au sein de ce cadre-là, je change ma façon d'être, de vivre. J'apporte ma nouveauté, mon nouveau discernement, mes nouvelles intentions, ma nouvelle capacité d'écoute et d'empathie, ma capacité à me remettre en question. Et ainsi, je mets à l'épreuve mon goût du changement, mon goût de la nouveauté. Vous dites, je voudrais des relations plus intimes, plus profondes. Essayez peut-être, là, je suis en train de vous conseiller, qu'est-ce qui vous empêche, je formuler en forme de question, de l'essayer dans la relation existante? Peut-être que vous en êtes fatigué, que vous avez fait le tour et que ça marche pas. C'est possible. En même temps, c'est du vivant, hein, une relation. Ça peut reprendre, ça peut renaître. Et vous l'aurez sans doute perçu, il y a beaucoup de joie à faire l'expérience de la durée, à savourer la durée. C'est une proposition. Il peut se faire aussi que la durée soit devenue insupportable et intolérable. C'est pour ça que je n'ai pas de réponse magique pour votre question. Je vous invite à prendre le temps de discerner à l'intime de vous qu'est-ce qui est le plus juste. Ça s'apprend, vous savez, de nouveau. Merci beaucoup, Thomas. La dernière question sur ce thème nous vient de Ingrid Eva. Ingrid Eva a déjà suivi plusieurs formations avec nous, avec toi, Thomas, et réutilise une des métaphores que tu prends souvent pour faire des choix, celle du bateau, de son câble, de sa boussole, et du bateau qui est amarré au port et qui voudrait peut-être partir en voyage. Et donc cette question fait référence à ça. Je vous la partage. Tu verras si c'est nécessaire peut-être de redonner quelques éléments par rapport à cette métaphore, Thomas. Bonsoir Thomas et bonsoir gamin. Après plus de 2 ans amarré, je ressens enfin la satisfaction d'avoir retrouvé, nettoyé et réglé mes outils de marin prêts à reprendre la mer vers un nouveau cap. J'ai relevé mes amarres, j'ai pris le temps de les comprendre et de les nettoyer, même si elles ne sont pas encore parfaitement propres. Je continuerai de le faire avec douceur et patience en chemin. Ma boussole, jadis déréglée, a retrouvé son or grâce à mes rêves et mes joies. Je tiens désormais fermement le gouvernail, consciente de mes besoins essentiels et de mes valeurs fondamentales qui m'indiquent la voie à suivre. J'ai maintenant envie de sortir du port. Comment sentir le vent gonfler les voiles de mon bateau et reprendre le large avec mes amarres nettoyées, mon bateau réparé et ma boussole en main. 1000 milliards de merci, Ingrid Eva. C'est signé Capitaine Ingrid Eva.
Capitaine Ingrid Eva, qu'on salue. Oui, et merci pour les 1000 milliards de sabords du capitaine Haddock. Ça me fait chaud au cœur, en bon belge, amoureux de tout ça. Merci pour la question et pour reprendre cette métaphore, pour ceux qui la connaissent pas, le travail que nous faisons en connaissance de soi est double. Nous avons à la fois besoin, comme l'évoque Ingrid Eva, de défaire nos amarres, ce qui nous retient au port dans nos attachements, donc les croyances, les jugements, les habitudes et les mécanismes autobloquants, etc. Tous ces filtres et frilosités qui nous empêchent de partir. Mais si je ne fais que ça sans clarifier, mais où est mon bas, comment sortir la voile et capter le souffle, et bien sûr où est ma boussole, ben, je risque de tourner en rond dans le port. Mais de l'autre côté, il y a un risque que peut-être certains d'entre vous connaissent, en tout cas que j'ai rencontré souvent, c'est des personnes qui se contentent de faire un travail spirituel et d'inspiration. Je vais capter le souffle et l'esprit va me guider, mais je n'ai fait aucun travail psychologique de compréhension de moi-même. Et donc mes amarres sont encore bien accrochées au port. Et qu'est-ce qui arrive? Eh ben, tac! Je casse du bois, comme on dit, c'est-à-dire que mon petit bateau se fend et coule au milieu du port. Et malheureusement, beaucoup de gens qui ne font qu'un travail d'expansion spirituelle sans compréhension psychologique sont très souvent au bord du burn-out ou s'y partent complètement en dépression. En tout cas, j'en ai beaucoup rencontré comme ça. Nous avons besoin de combiner les deux, et la compréhension psychologique de notre mécanique émotionnelle et notre système de pensée, mais également l'inspiration, le souffle pour pouvoir faire un beau voyage, un voyage qui mène loin, en tout cas qui mène à une destination qui nous soit favorable. Alors la question du capitaine Ingrid Eva Vilsabor est de savoir comment sentir le vent gonfler les voiles de mon bateau et reprendre le large avec mes amarres nettoyées. Eh bien, le vent ne manquera pas de souffler tôt ou tard si vous savez quelle est votre mât, votre structure et les voiles, quels sont vos talents, quelles sont vos aspirations. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Si vous déployez ça, votre sensibilité, votre délicatesse, votre vision du monde, votre goût de prendre soin, de chérir, d'aimer, vous ouvrez grand les voiles. J'ai bien confiance que la vie qui nous veut du bien va vous apporter le souffle porteur pour vous orienter petit à petit vers où vous voulez aller. Mais effectivement, ça demande d'ouvrir grand qui vous êtes, de l'accepter pour vous, de vous reconnaître ce potentiel, ces talents, cette disponibilité, et de plus mégoter avec ça, comme souvent quand on est gentil, on mégote, on dit oui j'ai des talents, mais quand même est-ce qu'ils vont être appréciés, puis est-ce que je vais réussir, j'ai peur de l'échec, donc et qu'est-ce qu'on va en penser, donc souvent au lieu de déployer mes talents, on dit bah, voilà mes talents, j'y crois et je m'y lance, je commence à essayer, eh bien on les ratatine, et donc pas beaucoup d'espace pour le souffle. Pour prendre le souffle, pour capter le souffle. Voilà une proposition. Reconnaître ce que vous faites bien, ce que vous faites avec plaisir, ce qui, comme l'évoquait la phrase que j'ai citée tout à l'heure, ce qui vous donne le goût de vivre. Cherchez ce qui vous éveille à la vie, disait la phrase. Qu'est-ce qui vous éveille à la vie? Et puis faites-le. Mettez en place des choses qui vous éveillent à la vie. Et c'est une dynamique qui entraîne les occasions. Plus je fais ce qui m'éveille à la vie, plus je reçois des occasions de faire des choses qui m'éveillent à la vie. C'est cette dynamique. Mais clairement, s'il y a une petite partie de vous qui doute, qui n'y croit pas, qui est rabâcheuse et qui est dans la culture du malheur, ça plombe pas mal. Mais maintenant, je pense qu'avec ce qu'on a pu échanger ce soir, vous aurez des clés. Merci beaucoup, capitaine, et bon voyage. Merci beaucoup, Thomas. Et merci beaucoup pour toutes les questions qu'on a reçues. Voilà un peu le voyage qu'on vous a proposé ce soir par rapport à ce thème d'oser vivre pleinement sa vie, avec les 4 thématiques de questions qui sont ressorties. Et effectivement, merci beaucoup Thomas de t'être prêté au jeu. C'est des thèmes qui sont des thèmes de formation qu'on a certaines, par exemple, je pense à la formation Vivre au-delà des peurs qu'on a tournée, qui a une 20aine d'heures de contenu. C'est vrai que c'est pas évident de répondre en quelques minutes sans forcément connaître les situations. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ces pistes. On est ravis d'avoir pu partager ces éléments avec vous, et j'ai vu dans le chat que ça résonnait pour beaucoup, que c'était inspirant aussi, réconfortant, rassurant, soutenant. Donc on est ravis de pouvoir partager ça avec vous. Et vous l'avez peut-être entendu, Thomas à plusieurs reprises a évoqué le fait qu'il avait peut-être déjà donné cet exemple-là, soit dans un autre moment d'échange, soit dans une autre formation.
effectivement, ça fait maintenant plusieurs années, je pense que ça fait 6 ou 7 ans qu'on a commencé à filmer certaines des formations avec Thomas. On a commencé avec les bases de la CNV et puis on a continué. On a fait beaucoup de soirées d'échange. Je crois qu'on en a fait un peu plus d'une quinzaine. C'est des contenus que vous pouvez retrouver aussi en ligne si vous avez envie d'approfondir. Il y a de nombreux contenus gratuits qui sont disponibles. Je pense par exemple, il y a une soirée d'échange complète sur YouTube sur Vivre au-delà des peurs. Il y a une soirée d'échange complète sur Apprendre à faire des choix pour vivre la vie qui nous inspire. Et puis, pour les personnes qui veulent aller plus loin, il y a les formations qui sont disponibles également en ligne. Et puis, on a eu l'occasion également d'animer, d'organiser ensemble des séminaires. Et ce dont on va parler maintenant, ce dont on avait envie de vous parler, c'est l'ouverture du parcours ici, puisque le parcours ici, c'est un peu ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui quand on réunit tout ça, les formations en ligne avec Thomas, des séminaires en présentiel, une communauté qui est également soutenante, de l'accompagnement pendant plusieurs mois, le temps long, le fameux jardinage dont Thomas a parlé pour changer certains circuits de conscience. Et donc, ce soir, on ouvre les portes du parcours ici, qui aura lieu pendant 9 mois, de septembre-octobre 2024 jusqu'à juin 2025. Et donc, ce qu'on vous propose pour terminer cette soirée, c'est de vous donner quelques informations pour vous expliquer un petit peu ce qu'est le parcours ici. C'est des informations que vous pourrez retrouver sur une page dont Laurie vous partagera le lien, une page d'information pour expliquer ce qu'est ce parcours. Et comme on reçoit beaucoup de questions par rapport à ce parcours et qu'il ouvre les portes une seule fois par an, on avait envie de prendre le temps de vous présenter un petit peu ce qui se trouve dans ce parcours, les intentions également qui sont au cœur de cette aventure de 9 mois. Et donc, je peux vous partager quelques éléments. Et puis Thomas, s'il y a des choses sur lesquelles tu veux rebondir ou réagir, c'est très bienvenu. Le parcours ici, c'est donc un parcours de 9 mois, un parcours d'apprentissage, d'évolution et de transformation qu'on fait avec Thomas. Principalement, il y a beaucoup d'heures de contenu avec Thomas et puis également toute une équipe. Je pense à Arnaud, je crois, qui est avec nous également ce soir dans la salle que je salue. Arnaud, Aurélia, Tim, je pense à Anne, je pense également à Laurie. Voilà, il y a toute une équipe au cœur de ce parcours pour vous accompagner. Et donc, ce qu'on avait envie de vous présenter, c'est le parcours ici, 5 grands éléments de ce parcours. Au départ, les intentions. Ensuite, les 3 piliers qui sont vraiment les fondations sur lesquelles s'appuie le parcours. Il y a également 2 bonus qui sont proposés et qui sont très attendus puisque l'un de ces bonus, c'est des séminaires en présentiel avec toi, Thomas. Et ensuite, vous partagez quelques informations pratiques sur le fonctionnement, l'agenda et un cadeau qui est disponible à partir de ce soir. Et également terminer avec la participation financière. Voilà les éléments que l'on vous partage. Pour les intentions du parcours ici, l'idée, c'est de pouvoir vous proposer un parcours d'apprentissage, d'évolution et de transformation qui est sur mesure, que vous pouvez suivre à votre rythme, qui est vraiment modulable, avec 3 grandes intentions. Oser vivre pleinement sa vie, c'est ce qu'on a abordé notamment ce soir. Je pense à tout un tas de contenus de formation sur vivre au-delà des peurs, apprendre à faire des choix pour vivre la vie qui nous inspire. On a également un des axes de la formation, c'est vraiment améliorer la qualité des relations que nous pouvons avoir, aussi bien la relation à nous-mêmes, on en a beaucoup parlé ce soir, la relation aux autres et également la relation au monde qui nous entoure. Et une des intentions également du parcours, c'est pouvoir s'ouvrir à une vie qui est plus inspirée, plus rayonnante et plus généreuse, qui contribue également au monde qui nous entoure. Ça, Thomas, c'est une valeur qui est chère et qui est importante dans ton travail, aller au-delà du développement dit personnel. C'est la base de mon travail. Je ne fais pas de développement personnel, je fais du développement social durable. On est en route pour ça, tout à fait. Et donc, les 3 piliers du parcours. Les 3 piliers, le tout premier, c'est des formations en ligne qui sont accessibles à vie. Ça veut dire que quand vous rejoignez le parcours, et ça c'est vraiment ce qui donne la possibilité de pouvoir le suivre à son rythme, vous avez accès à des formations en ligne et cet accès vous est illimité et restera à vie pour vous. Je détaillerai un tout petit peu après le contenu de ces formations. Le deuxième pilier, c'est un accompagnement collectif et sur mesure pendant 9 mois avec Thomas et avec l'équipe. Et le troisième pilier, c'est une communauté de conscience pour évoluer ensemble. À nouveau, on détaillera un petit peu ces points. Pour commencer à détailler le point des formations en ligne qu'on retrouve, c'est l'ensemble des formations en ligne qu'on a réalisées avec Thomas. Je pense aux bases de la CNV, apprendre à gérer les tensions et les conflits sans violence, qui est la toute dernière formation qu'on a filmée il y a une quinzaine de jours et qui sera disponible d'ici 2 ou 3 mois. Il y a la formation Vivre au-delà des peurs, apprendre à faire des choix pour vivre la vie qui nous inspire,
couple, amour et relations, approfondissement à la CNV, estime de soi, CNV éducation, qu'on avait eu la chance de réaliser avec Thomas et Catherine Schmider, et également la formation Les bases de l'IFS avec Isabelle Desplats, dont peut-être vous avez entendu parler, qui est sorti le mois dernier, l'IFS Internal Family System, qui est un outil, une approche qui est très complémentaire à la CNV et au travail également que Thomas propose. Et Thomas, tu connais également très bien Isabelle, on est ravis de pouvoir proposer ça au sein du parcours. Et donc en tout, c'est un petit peu plus de 120 heures de contenu, c'est l'équivalent de 30 jours de formation que vous pouvez suivre à votre rythme tout au long de la formation. C'est des contenus qui sont donnés et partagés progressivement, sur lesquels on vous accompagne. Et après, vous avez cet accès à vie qui vous permet de suivre vraiment les formations à votre rythme. Voilà pour ce premier pilier. Le deuxième pilier que l'on retrouve, c'est l'accompagnement collectif. Pendant 9 mois, dans cet accompagnement collectif, on retrouve des moments d'échange avec Thomas, un petit peu comme on a eu ce soir, mais en comité plus restreint, avec la possibilité de partager vos questions et également de pouvoir interagir directement. Donc ça, c'est les moments d'échange avec Thomas. On a également des ateliers de pratique avec Arnaud, j'en parlais tout à l'heure, Arnaud qui est avec nous ce soir, qui accompagne Thomas depuis des années maintenant, qui est également sur le chemin de la certification formateur CNV et qui t'assiste dans la plupart de tes stages. Et donc, on est ravis de pouvoir proposer des ateliers de pratique avec Arnaud où on zoome sur des thématiques clés et importantes, des concepts clés, des notions clés de la CNV et qui nous permettent d'aller plus loin dans le parcours sur des éléments très pédagogiques et très pratiques. On retrouve également des groupes de compagnonnage avec un membre de l'équipe. Des groupes de compagnonnage, c'est environ toutes les 5 à 6 semaines, c'est se retrouver avec une dizaine de personnes et un membre de l'équipe pour se soutenir, avancer ensemble, partager, se questionner, pratiquer. Voilà, c'est vraiment sentir qu'on avance ensemble dans cette aventure. Et on retrouve également des sessions découvertes que l'on vous partage tout au long du parcours pour venir compléter ce que vous découvrez. Également des sessions d'entraînement, des sessions de pratique. Voilà, c'est un peu les propositions surprises qui viennent tout au long du parcours, puisque l'idée, c'est aussi de le construire avec vous. Donc, par rapport à vos retours, ce qui se passe dans le parcours, on vous propose des choses qui sont vraiment sur mesure tout au long de ces 9 mois. Donc, l'idée de l'accompagnement, c'est pouvoir se rencontrer, se retrouver, échanger, pratiquer et avancer ensemble. Donc ça, c'est le deuxième pilier de ce parcours. Et le troisième pilier du parcours, et celui-là, on s'est rendu compte cette année qu'il est vraiment très, très important, c'est la communauté. Et Thomas, lors notre dernier échange, tu disais qu'avancer seul, c'est finalement très compliqué, voire même peut-être pas possible, et que ça se fait vraiment en groupe. Oui, c'est chaque fois pour moi un sujet d'émerveillement de voir le soutien qu'il y a lorsqu'on est ensemble, l'accélérateur de prise de conscience que cela fait de travailler ensemble, que ce soit dans un grand groupe quand on a la chance d'être en présence à 25 ou 30, ou que ce soit dans un binôme ou trinôme avec une pratique régulière. Combien ça affine le discernement que de sentir ce compagnonnage. Donc, dans le cadre du parcours, des choses qui sont proposées, c'est de rencontrer, de se mettre en lien avec des binômes, des trinômes pour pratiquer, échanger, se soutenir, ça très régulièrement, en tout cas à votre rythme. C'est des groupes de compagnonnage qui sont autogérés pour pouvoir avancer ensemble et des espaces pour pouvoir découvrir, rencontrer et échanger avec les membres du parcours. Il y a une plateforme qui permet de découvrir, de rencontrer toutes les personnes qui sont inscrites au parcours et peut-être également découvrir des personnes qui pourraient être proches de chez vous pour faire également des rencontres en présentiel. Et ça a été les bonnes surprises de l'année dernière où on a vécu le parcours pour la première fois. Il y a vraiment eu de très belles rencontres et des personnes... D'ailleurs, quand on a rencontré certaines personnes, moi j'avais l'impression qu'elles se connaissaient depuis très longtemps. Et en fait, non, elles s'étaient rencontrées dans le parcours. Mais c'est vrai que le fait d'être dans un espace, dans un endroit avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs, peut-être également les mêmes intentions, qui sont sur ce chemin-là, on se rend compte que ça peut vraiment créer des liens qui sont forts et durables. Donc voilà pourquoi pour nous c'est vraiment le troisième pilier de ce parcours-là, c'est les rencontres qui peuvent être faites et le soutien que la communauté peut apporter. Voilà donc pour les 3 piliers. Formation en ligne, accessible à vie, accompagnement collectif durant 9 mois et la communauté pour évoluer ensemble. En plus de ces 3 piliers, on a 2 bonus qui sont proposés. Et ces 2 bonus, alors ça c'est des choses qui nous sont demandées très très régulièrement, c'est les fameux séminaires avec toi Thomas. Donc dans le cadre de ce parcours,
il y a possibilité de participer à ces séminaires-là. Il y en a 3. Un séminaire qui aura lieu en septembre, du 15 au 20 septembre, un séminaire d'introduction à la communication non violente. Il y aura également un séminaire au mois de novembre, du 24 au 29 novembre, sur le thème « Apprendre à gérer les tensions et les conflits sans violence ». Et le 3e séminaire sur le thème « D'apprendre à faire des choix pour vivre la vie qui nous inspire », qui aura lieu du 13 au 18 avril. C'est des séminaires qui se passent en Belgique, à Assenois, donc chez toi, Thomas, là où tu organises tes formations habituellement. Il y aura sûrement un groupe d'une 40aine de personnes, 48 places disponibles maximum. Et ça fait partie des bonus, puisque c'est en plus du parcours, donc au niveau du tarif, c'est à partir de 590 € pour ces stages-là, ce qui vous permet vraiment de pouvoir construire un parcours qui est à la carte et de pouvoir construire le parcours qui vous ressemble et qui vous plaît. Et le 2e bonus qui est disponible, c'est des accompagnements individuels avec un ou une praticienne en CNV, une personne qui est membre de l'équipe, qui est membre du parcours et qui peut vous accompagner plus spécifiquement de manière plus personnalisée. Donc ça, pareil, c'est quand vous en avez envie, si vous en avez besoin. Et donc ça, c'est des informations qu'on partage à l'intérieur du parcours une fois que vous avez rejoint le parcours. Voilà pour les bonus. Et on arrive au fonctionnement, agenda et cadeaux pour ce soir. Au niveau du fonctionnement, les 9 mois sont décomposés en 6 modules de 6 semaines. Et chaque module va reprendre un petit peu la même structure, le même déroulé, qui est finalement assez simple et qui permet de vraiment soutenir la pratique et d'amener aussi de la régularité. La première semaine d'un module, on ouvre une formation en ligne dont on a évoqué les thèmes tout à l'heure. Et sur la 2e semaine, on a un atelier de pratique en ligne et en direct avec Arnaud. C'est les ateliers, la plupart des moments qui se passent en ligne sont enregistrés pour être disponibles ensuite en replay. Donc là, c'est un atelier de pratique en ligne et en direct avec Arnaud. Les semaines 3 et 4, on propose les groupes de compagnonnage, les fameux groupes avec une dizaine, douzaine de participants et un membre de l'équipe pour vraiment être soutenu, avancer, pouvoir aussi poser des questions et faire un point sur là où vous en êtes dans votre parcours. Semaine 5, c'est une session découverte, une petite surprise. Et en semaine 6, c'est le moment d'échange avec Thomas pour apporter des éclairages, pour voir s'il y a des questions par rapport à ce qui a été vécu dans le cadre du module. Voilà comment ça fonctionne. Au niveau des modules, on retrouve des thèmes à chaque fois. Le module 1, ce sont les bases de la CNV et de l'IFS. C'est le point de départ pour tout le monde, ce qui permet aussi aux personnes qui ne sont pas encore formées à la CNV de pouvoir rejoindre ce parcours. C'est vraiment un parcours qui est ouvert et accessible pour tout le monde, puisqu'on démarre avec les bases dans le module 1. Le module 2, le thème, c'est apprendre à gérer les tensions et les conflits sans violence. Le module 3, c'est vivre au-delà des peurs. Le module 4, c'est couple, amour et relations et CNV éducation. Le module 5, c'est apprendre à faire des choix pour vivre la vie qui nous inspire. Et le module 6, pour terminer, c'est l'approfondissement CNV. Voilà le programme des 9 mois. Au niveau de l'agenda et des dates un petit peu clés de ce soir, donc le 21 mai jusqu'au 27 juin, c'est l'ouverture des inscriptions au parcours avec un cadeau qu'on détaillera juste après. Ce cadeau, il est lié au fait que pour nous, c'est plus facile d'arriver à organiser, anticiper, que ce soit les lieux, les équipes, le fonctionnement, avec des inscriptions qui se font avant l'été. Donc voilà, on a un petit cadeau pour ça. Et dès ce soir, en tout cas pour les personnes qui rejoignent le parcours, il y a l'inscription au séminaire présentiel, les 3 dont on a parlé tout à l'heure, qui sont également ouvertes et disponibles. Le 27 juin, on se donne rendez-vous pour les personnes qui sont inscrites au parcours pour une première session de bienvenue avec moi, pour prendre contact, échanger, avoir un premier moment ensemble et pour également vous donner les premières étapes, ce qui va arriver dans le parcours et commencer tranquillement pendant l'été à se préparer à tout ça. Au mois de septembre, on reprend avec une soirée d'échange avec toi Thomas, un séminaire d'introduction, celui dont on a parlé, introduction à la CNV, et au mois d'octobre, c'est le grand lancement, donc qui a lieu début octobre. Voilà un petit peu pour les dates clés. Et donc, on arrive au fameux cadeau. Si vous vous inscrivez entre le 21 mai et le 27 juin, c'est quelque chose qui est très aidant et facilitant pour nous, pour l'organisation. On l'a vécu l'année dernière. On a beaucoup de personnes qui sont inscrites dans les derniers jours et ça a demandé beaucoup de travail au niveau des équipes pour se réorganiser, pour
voilà, pouvoir accueillir tout le monde dans les meilleures conditions. Donc pour nous, c'est vrai que c'est vraiment aidant si vous sentez que c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous tente ce parcours-là. Si vous vous inscrivez, on vous offre en premier un cadeau qui est lié au bonus, donc 200 € que vous pouvez utiliser pour les bonus de votre choix. Les bonus, c'est soit des séminaires en présentiel, donc ça permet d'avoir une remise de 200 € pour les séminaires en présentiel auxquels vous voulez participer, ou utiliser cette remise de 200 € pour le bonus des accompagnements individuels. Donc ça pourra vous permettre également d'avoir des accompagnements individuels si vous le souhaitez. Et on se retrouve pour une première session de bienvenue le 27 juin. Voilà les 2 cadeaux pour les premières inscriptions. J'ai vu que Laurie, vous avez partagé le lien de la page sur lequel vous pouvez retrouver toutes ces infos. Et pour les personnes qui verraient la vidéo en replay, on mettra sûrement le lien juste en dessous de la vidéo. Voilà un petit peu pour toutes les informations liées à ce parcours. Et peut-être pour terminer, pour que la présentation soit complète, vous découvrirez ça sur la page. Mais on vous propose une participation consciente pour la participation financière. On sait que c'est vraiment un enjeu. Ce parcours-là, on a commencé à y réfléchir il y a un peu plus de 4 ans maintenant. Ça a mis du temps avant qu'il puisse voir le jour. On l'a vécu pour la première fois l'année dernière et on est ravis de pouvoir le reproposer à nouveau. Et en même temps, on se rend compte que proposer tout ça, c'est aussi un enjeu important au niveau, ça peut être un enjeu important au niveau financier. Et donc, on a pendant longtemps essayé de réfléchir à ce qui était le mieux en termes de fonctionnement. Et on est ravis de vous proposer aujourd'hui, en participation financière pour le parcours ici, qui comprend les 3 piliers dont on a parlé tout à l'heure, les formations en ligne qui sont accessibles à vie, l'accompagnement collectif de 9 mois et le fait de rejoindre la communauté. On vous propose une participation consciente. Pour nous, le prix médian d'un parcours comme celui-ci, c'est 2 590 €. Et en même temps, on a très envie que les finances ne soient pas un frein à la participation. Et donc, on propose 2 autres tarifs. Un tarif à 2 890 € pour les personnes qui auraient la possibilité de payer une participation supplémentaire. Il y a des personnes aussi qui suivent cette formation, qui sont indépendants ou qui sont financés également par leurs entreprises. Et ce tarif-là, un peu plus élevé, nous permet également de mettre à disposition un tarif un peu moins élevé à 2 290 €. Donc ce prix-là, vous pouvez le choisir en conscience. Vous verrez, si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil sur la page et tout ça expliqué en détail. Et la dernière chose qu'on propose par rapport au prix, c'est un paiement en plusieurs fois sans frais possible. Et on propose un paiement jusqu'à 12 fois sans frais possible. Et donc, ça permet de pouvoir accéder au parcours à partir de 190 € par mois. Voilà un petit peu pour toutes les informations liées au parcours. Et donc, cela nous emmène tranquillement à la fin de notre soirée. Je regarde en même temps dans le chat s'il y a des questions. Les formations en présentiel seront-elles proposées aux personnes ne participant pas au parcours ici? Pour l'instant, non. Et avec le fait qu'il y ait 48 places disponibles au maximum, ça devrait plutôt être du coup seulement pour les personnes du parcours. Si des places sont encore disponibles, on ouvrira. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes par rapport à ça. Donc là, les expériences qu'on a eues sur les derniers séminaires, c'est que c'est plutôt les personnes du parcours qui ont participé au séminaire présentiel. Je vois également des messages de personnes qui ont participé au parcours de l'année dernière. Merci Géraldine pour ton message. Les visios sont prévues dans quelle tranche horaire compatible avec une vie professionnelle? Oui, il y a plusieurs horaires qui sont proposés. Je pense par exemple au groupe de compagnonnage. On les propose sur des créneaux horaires, certaines fois le midi, certaines fois le soir, certaines fois en semaine, certaines fois le week-end. On essaye d'alterner. Il y a certaines dates qui sont calées vraiment à l'avance, comme les ateliers de pratique. C'est tous les samedi matin, toutes les 6 semaines. Ça, c'est détaillé sur la page d'inscription. Mais c'est vrai qu'on essaye de s'adapter, de proposer aussi des horaires différents. Sur le parcours de l'année dernière, il y a des gens du monde entier qui l'ont suivi sur des fuseaux horaires différents. Des gens qui étaient au Québec, et des gens qui étaient, je crois, en Asie également. On a eu des gens des 5 continents. Donc, effectivement, l'idée, c'est que le parcours soit compatible avec une vie professionnelle et également avec une vie familiale. On a beaucoup de personnes également qui étaient en famille ou qui sont parents de jeunes enfants. Donc l'idée et l'intention d'un parcours comme celui-ci, c'est justement qu'il puisse être modulable et que vous puissiez le faire à votre rythme quand c'est le bon moment pour vous.
François, j'ai déjà fait plusieurs formations en ligne, cela fera double emploi. Ça, tu peux aller voir directement sur la page. On a justement un espace où on parle de ça. Et s'il y a plus de questions, tu peux revenir vers nous également par mail. Et ben, je crois qu'on a déjà fait un joli tour. Oui. On restera disponible si vous avez d'autres questions. Et ben, merci beaucoup pour votre participation ce soir. Merci pour le partage des questions, pour votre attention, pour également la bienveillance et les réactions dans le chat. Je suis toujours très impressionné, très touché de voir ce qui se passe dans une soirée en ligne comme ça, où on ne se connaît pas forcément et on arrive quand même à partager un moment où j'ai l'impression qu'il y a vraiment des choses qui passent aussi à travers l'écran. Il y a pas mal de personnes qui partageaient ça ce soir dans le chat. Donc merci beaucoup. Et merci beaucoup à Thomas pour ta présence, ton enseignement et ce que tu partages avec générosité. Merci à toi, Gabin, et à Laurie et à l'équipe derrière. Et merci à chacune et chacun d'entre vous pour votre intérêt et ce chat très nourri avec des questions très pertinentes. On n'a malheureusement pas l'occasion de répondre à tout, mais je suis personnellement très encouragé à ce travail de rencontre et de partage quand je vois votre intérêt pour les pistes que nous proposons avec Gabin et l'équipe. Donc, au plaisir de continuer avec vous dans d'autres circonstances. Belle soirée à chacune et à chacun et à bientôt peut-être.